Baptiste Roger Lacan, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la présentation d'un livre qui s'appelle Le Roi, tout simplement, avec un sous-titre Une autre histoire de la droite. C'est un livre qui est consacré à la contre-révolution et dans la longue histoire des Mercredis de la Nare, vous êtes la deuxième personne, le deuxième auteur qui vient nous parler de la contre-révolution après Gérard Gingembre qui était venu il y a 30 ou 35 ans. Donc je vais vous laisser présenter votre livre et ensuite, si vous le voulez bien, vous répondrez à nos questions. Je vous en prie. Écoutez, je vous remercie de m'inviter à ce mercredi de la Nare. C'est doublement un honneur du coup, parce que je ne me rendais pas compte qu'il y avait si peu de gens qui avaient écrit sur la contre-révolution qui étaient venus. Et c'est un honneur de passer après Gérard Gingembre, qui est un des auteurs qui m'a accompagné pendant l'écriture de ma thèse. Je vois par ailleurs que je parle sous le livre de Victor Nguyen, qui a été une référence très importante pour moi au début de mon travail de recherche, au moment où j'essayais d'un petit peu poser les coordonnées de ce que je voulais dire et de ce que je cherchais à dire sur cette question de la contre-révolution. C'est un livre qui vient de mes travaux de thèse et qui, en fait, au départ, part d'une question, en tout cas d'une insatisfaction par rapport à un consensus de la part de beaucoup d'historiens des droites qui revenaient à dire qu'en gros, à partir de l'échec de la restauration, du double échec de la restauration du comte de Chambord en 1871, puis à nouveau en 1873, et puis avec sa mort 10 ans plus tard en 1883, on aurait définitivement vu la fin de la contre-révolution comme phénomène en France, que l'extinction de la contre-révolution comme force politique, capable de peser notamment dans le jeu électoral au niveau local et puis au niveau national, vaudrait arrêt de mort pour ce mouvement, qui aurait été remplacé à droite par, en gros, deux tendances, au début en tout cas. D'abord une sorte de nébuleuse conservatrice assez vague dans ses contours, mais dans laquelle on retrouve l'itinéraire de figures comme Armand de Maco, par exemple, qui commence en tant que légitimiste et qui termine comme notable conservateur sa carrière politique. Et puis, encore plus à droite, l'émergence du nationalisme comme force politique à part entière, qui vient en fait complètement reconfigurer les droites et les discours à droite. Et le but de mon livre n'est pas du tout de contester ça, c'est vrai, c'est-à-dire que dans l'ordre politique, effectivement, dans les années 1880-1890 et jusqu'à la fin de la Troisième République, à part quelques territoires très spécifiques, dans l'Ouest et en gros autour de Montpellier, la contre-révolution comme force politique n'existe plus, et même dans ces territoires-là, elle existe presque plus comme une force de témoignage, une force de mémoire, une sorte d'expression à l'Assemblée, enfin à la Chambre des députés et au Sénat d'une identité locale, que comme une force politique à part entière. Et pourtant, en commençant mes recherches, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que des références contre-révolutionnaires étaient omniprésentes à droite tout au long de la Troisième République. Et qu'en fait, si on creusait un petit peu, si on regardait un peu systématiquement, de grands quotidiens lus par les élites républicaines conservatrices comme Le Temps, jusqu'à un quotidien comme l'Action française, évidemment, en fait, on retrouve partout des références très hostiles à la Révolution française, qui reviennent et qui sont des références qui sont assez structurées. C'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement, il y a évidemment tout un jeu d'anecdotes, un jeu d'images qui font peur, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un discours construit, hostile à la Révolution française, dans son principe et évidemment dans ses conséquences. Ce qui fait que j'ai essayé d'abord de réfléchir à ce que j'entendais moi par la contre-révolution, et ça a été un peu la première partie de mon travail, c'était une question méthodique en fait. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle de la contre-révolution aujourd'hui, on est encore très tributaire d'un livre fondateur de Jacques Gaucho qui est sorti au début des années 60, qui s'appelle La contre-révolution, qui était d'ailleurs le titre que j'avais en tête pour ce livre, mais donc c'était un peu compliqué de le reprendre, donc on a fini par choisir Le Roi, et dont le sous-titre était Doctrine et action. Et le livre de Gaucho distinguait volontairement entre les doctrines contre-révolutionnaires, qu'il faisait remonter d'ailleurs bien avant la Révolution française, en intégrant par exemple les théories de Boulainvilliers, en intégrant Montesquieu, bref, en intégrant en fait tout ce qui a constitué ce qu'on a appelé la réaction aristocratique à la fin du XVIIIe siècle, et puis, de l'autre côté, les mobilisations contre-révolutionnaires en tant que telles, qui intègrent l'émigration, les conspirations parisiennes, évidemment la révolte de la Vendée, bref, tous les phénomènes d'opposition
généralement armée et violente, à la Révolution française. Et cette distinction, elle peut avoir au départ un petit côté un peu thomiste gênant, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les idées, de l'autre les actes, mais en fait pour la contre-révolution, ça marche pas mal. C'est-à-dire que l'essentiel de l'action, de la mobilisation contre-révolutionnaire intervient entre 1789 et 1794-1795, alors que l'essentiel de la doctrine contre-révolutionnaire est produite à partir de 1795. Les textes les plus importants, ils sont produits par Maistre et Bonald, et puis Baruel par la suite, entre 95 et 99. Edmund Burke, en fait, qui incarne une forme de contre-révolution très particulière, et en fait, qui en France a eu relativement peu d'écho jusqu'au XXe siècle, parce qu'il a été très peu traduit et très peu lu, est le seul à écrire avant. Donc ça, c'est un peu ce qu'on entend par la contre-révolution d'habitude, c'est donc des idées et des mobilisations. Et moi, je trouvais qu'il manquait quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'interrogeait pas du tout les images, les imaginaires, les représentations, bref, tout ce qui vient donner de la chair aux doctrines et tout ce qui fait qu'on se souvient des mobilisations. Et ça, cette idée-là, j'ai été un peu mis sur la piste par la lecture d'un très beau livre de Philippe Ariès qui s'appelle Le Temps de l'Histoire, qui est un recueil d'essais, en fait, qu'il a écrit jeune, entre 1946 et 1954, au moment où, sans rompre intellectuellement avec l'Action française, il s'en éloigne dans l'ordre militant, et où il écrit un texte où il s'éloigne notamment de Jacques Bainville, de la méthode de Bainville, et il écrit un autre texte qui s'appelle Un enfant découvre l'histoire, où il raconte en fait sa sociabilisation à la contre-révolution, son acculturation à la contre-révolution, avant même de rejoindre l'Action française. Et il évoque le monde d'images, de représentations, de textes qu'on lui montre notamment dans les maisons de famille, et qui viennent en fait dès son enfance préparer son rapport à l'histoire, et notamment son rapport à la Révolution française. Et donc, je me suis dit que Philippe Ariès n'était sans doute pas un apax, c'était sans doute pas un cas isolé, et que, à bien chercher, je devrais trouver des choses qui permettraient d'un petit peu poser les coordonnées de cet imaginaire. Et au début, je m'étais plutôt centré sur la bourgeoisie et l'aristocratie en disant que c'était probablement les classes dans lesquelles on trouverait le plus d'exemples de ça. Alors c'est là, effectivement, c'est dans ces groupes-là que j'ai trouvé le plus de témoignages, c'est-à-dire de textes où il y a vraiment des auteurs qui parlent de leur jeunesse et donc qui, à travers le récit autobiographique, donnent à voir cette culture-là, d'ailleurs souvent un peu sans s'en rendre compte. Il y en a très peu qui l'ont thématisé comme tel. Celui qui le thématise le plus, c'est Michel More, qui a vraiment écrit des textes où il raconte la bibliothèque de son père, et là on a vraiment un exemple, un témoignage de ce qu'a pu être une bibliothèque contre-révolutionnaire sous la Troisième République. Donc il y avait ça, et puis je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaie de voir plus généralement, de compter les textes qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient vivre cette culture contre-révolutionnaire sous la Troisième République. Et donc pour ça, j'ai fait un travail de bibliométrie, qui est un mot barbare pour dire un truc assez simple, c'est-à-dire que j'ai pris un certain nombre de revues historiques et bibliographiques, des revues de tradition royaliste et des revues catholiques, et la revue des Deux Mondes qui évolue en fait entre ces deux pôles et le pôle conservateur, et j'ai indexé systématiquement tous les livres dont il parlait, qui parlaient de la Révolution française, pour constituer une sorte de première base de données, une sorte de premier ensemble assez brut de titres et d'ouvrages qui permettaient d'un peu voir quels étaient les thèmes qui faisaient vivre la contre-révolution sous la Troisième République. Ça, c'est la première grosse base que j'ai faite. J'en ai constitué une deuxième, un peu moins importante, vraiment centrée sur les mémoires contre-révolutionnaires, donc tous les textes à caractère autobiographique ou mémoriel qui sont parus de la Révolution jusqu'en 1945, pour voir notamment les variations d'intensité dans les publications. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait une phase, un âge d'or des mémoires, en fait, entre 1880 et 1900. Il y a une sorte de deuxième saison faste après la restauration des mémoires contre-révolutionnaires qui montre qu'il y a un intérêt, paradoxalement, exactement au moment où le comte de Chambord meurt, où la fusion dynastique ne se fait pas, où, en fait, le camp monarchiste est dévasté par la mort d'un de ses prétendants, la nullité des autres et surtout, en fait, l'organisation du camp républicain qui arrive à prendre la main sur le régime et à conquérir, en fait, ces institutions qui auraient pu aller dans toutes les directions, enfin, dans plusieurs directions. Donc, j'ai fait cette deuxième base-là, et puis une troisième qui recensait des articles, notamment des articles qui paraissaient dans la presse et dans des revues comme la Revue des Deux Mondes, pour un petit peu avoir une idée des différents formats qui faisaient passer des représentations historiques.
L'avantage de passer par les revues catholiques, c'est que j'ai pu toucher à d'autres formes de discours que des discours purement historiques. Si je m'étais centré uniquement sur la revue des Deux Mondes et la revue des questions historiques, qui étaient mes deux grosses sources, j'aurais eu essentiellement des monographies, des biographies, des mémoires, des recueils de sources, éventuellement des recueils d'anecdotes. En passant par les revues catholiques, qui sont beaucoup plus exhaustives, parce que l'Église est très exhaustive dans son travail de surveillance de ce qui paraît sous la Troisième République, j'ai pu aussi identifier des pièces de théâtre, identifier des romans, identifier des livres pour enfants, identifier même des pièces de patronage qui ne sont pas en fait parues par ailleurs, qui sont mentionnées, décrites, donc il y a des arguments qui sont résumés, mais le texte lui-même, le document, et en tout cas pour l'instant, je n'ai pas remis la main dessus, je pense que c'est des documents qui se sont perdus entre des déménagements de patronage dans les années 20, 30, etc. Donc tout ça a constitué une sorte de grosse base qui m'a permis d'abord de voir un petit peu quels étaient les thèmes qui apparaissaient, de quoi on parlait, de quoi parlait la contre-révolution sous la Troisième République, et puis d'identifier un petit peu les auteurs importants, d'identifier un peu des points d'entrée, puisque une fois qu'il y avait ce premier travail un peu de débroussaillage, il fallait commencer à guider mon lecteur, et puis moi-même commencer à m'orienter, donc de voir un petit peu quels étaient les auteurs qui avaient marché. Et là, il y a deux choses qui étaient à mon avis frappantes. La première, c'est que il y a beaucoup d'auteurs en fait dans cette base de données qui ont eu des vrais succès de librairie, et il y en a un certain nombre qui ont eu des succès immenses en fait, qui ont été vraiment les rois de la littérature historique sous la Troisième République, sont quasi uniquement des contre-révolutionnaires. Parmi eux, il y en a 3 notamment qui sont vraiment connus. Je pourrais en rajouter un 4e, mais pour l'instant je le laisse de côté. J'ai le nôtre, qui est aussi le nom de plume d'un homme qui s'appelait Théodore Gosselin, qui est assez oublié aujourd'hui, même s'il garde une influence un peu souterraine, puisqu'il est une référence explicitement citée par Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Donc en fait, il y a toute une histoire médiatique qui vit aujourd'hui, et qui vit d'ailleurs toujours en racontant des histoires de princes et de princesses, pour dire les choses simplement, qui vit dans la filiation de le nôtre. Jacques Bainville, évidemment, qui est l'auteur du plus grand best-seller de la période en histoire, l'histoire de France, qui reste, je crois, à ce jour, je crois que c'est devant Montaigu dans les classements des plus grandes ventes d'histoire au XXe et au XXIe siècle en France, donc c'est vraiment un succès de librairie colossal. Et puis Pierre Gaxotte, qui des trois est celui qui apparaît peut-être le plus inoffensif, parce que Pierre Gaxotte a réussi à se réinventer après la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, j'en parle un petit peu dans ce livre, mais j'en ai surtout écrit un article dessus. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est réinventé comme un conservateur bon teint, un académicien ironique, un chroniqueur délicieux au Figaro, bref, la voix d'une sorte d'ancien régime modéré et agréable, et il a réussi à complètement passer sous le boisseau ses engagements d'avant-guerre. Alors évidemment, à l'Action française, ça, il ne l'a jamais complètement masqué, il est d'ailleurs resté fidèle à Maurras jusqu'à la mort de Maurras. Je suis tombé sur des lettres entre les deux en 52, donc il n'a jamais trahi de ce point de vue-là, mais par contre, il a fait très bien oublier son engagement beaucoup plus radical à Je suis partout, où, contrairement à ce qu'il a expliqué après la guerre, il n'a pas du tout été dépassé par l'ardeur de ses jeunes disciples, mais il a été le mentor de la jeune garde fasciste, ou en tout cas de la jeune garde des Morassos fascistes. Mais en plus d'être cet intermédiaire entre toutes les droites et toutes les extrêmes droites, Gaxotte est aussi une figure essentielle, parce qu'il est donc le directeur de Je suis partout, c'est pas rien. Il est aussi le directeur de Candide, qui en termes numériques est la revue qui pèse le plus à droite dans l'entre-deux-guerres. On parle de tirage à 400 000 exemplaires pour certaines semaines, donc c'est vraiment colossal. À titre de comparaison, l'Action française, à ce moment-là, c'est après 1926, c'est autour de 80-90 000, les bonnes journées. Et Je suis partout, à son maximum, dépasse à peine les 100 000. Donc Candide, c'est vraiment énorme. Et il dirige la collection des grandes études historiques, donc c'est lui, en fait, la cheville ouvrière de cette historiographie d'Action française qui va dominer le champ historique dans l'entre-deux-guerres, et qui va, en fait, être le principal relais du magistère intellectuel maurassien, au sens large, notamment à partir de 1926, quand la condamnation fait que Maurras lui-même sent le soufre auprès d'une grande partie du public de droite. En fait, il y a un passage de relais qui passe par la collection des grandes études historiques. Enfin, typiquement, la Révolution française de Pierre Gaxotte est chroniquée de manière très élogieuse dans La Croix, alors que 2 jours avant, il y a un éditorial tout feu, tout flamme en 1928 contre Maurras, et que Gaxotte est très identifié comme étant une figure d'Action française. Mais
Jean Guiraud, qui est le rédacteur en chef de La Croix, estime que, en tout cas sur la question de la Révolution française, on met de côté l'affrontement très net qui existe à ce moment-là entre le monde catholique et l'Action française. Et puis, Guiaxot n'est pas Maurras, et donc on peut travailler avec lui. En fait, il y a ce relais de l'histoire qui joue un rôle essentiel. Donc voilà un petit peu le paysage éditorial qui s'est dessiné. Donc à partir de là, j'ai d'abord essayé de comprendre comment ces gens écrivaient, c'est-à-dire quelle était leur méthode, quelles étaient leurs sources, quelles étaient leurs méthodes. Ça varie d'un auteur à l'autre. Hein. Quelqu'un comme Le Nôtre et Bainville et Guiaxot ne travaillent pas de la même manière. Le Nôtre pratique les archives assidûment. Il devient même une sorte de totem en fait, pour les archives nationales, où il est reçu comme un prince. Il a quasiment tous les droits, il peut venir faire des photos. Il peut venir faire visiter les archives à des princes étrangers qui veulent visiter les archives avec Le Nôtre, le roi des archives. Donc il y a une sorte quasiment d'entrepreneuriat de soi-même comme l'historien des archives. Mais Le Nôtre, en fait, à un moment où la méthode historique se fixe, à un moment où les historiens commencent à utiliser les méthodes qu'on continue à utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire d'usage systématique des sources, de critique documentaire, et puis de présentation ensuite de ce travail de manière organisée, argumentée, à la disposition d'un récit. Le Nôtre fait tout ça sans la critique documentaire. C'est-à-dire qu'il va voir des documents, il les cite in extenso, et ensuite il brode par-dessus ces documents. Et il en tire des récits. Et ces récits-là ont un succès qui est colossal, puisqu'on parle de 1 à 2 livres publiés par an, en plus d'une chronique hebdomadaire, en une du Temps, donc dans un journal qui n'est pas a priori un journal identifié comme étant un journal de la nébuleuse royaliste, voire ou extrêmement nationaliste. C'est un journal qui est lu par l'élite politique, l'élite économique, l'élite administrative, bref, les notables à Paris et en province. Et en fait, les notables, en France, pendant 40 ans, de 1895 à 1935, toutes les semaines, ont 3 pages d'un récit qui vient exalter le combat des héros de la contre-révolution, pleurer la mort des martyrs de la Révolution française et présenter sous une lumière très sombre et très crue l'action des révolutionnaires. Donc, ça joue, je pense, dans un travail d'acculturation des élites, en tout cas un travail qui consiste à faire exister très clairement dans le champ culturel, dans le champ médiatique, un discours qui est extrêmement hostile à la Révolution française, à un moment, il ne faut pas l'oublier, où la Troisième République s'empare de la Révolution et en fait son héritage. Ce n'est pas si évident au début des années 1880. À la fin, à partir de 1889, du centenaire de la Révolution, il y a une vraie revendication par le régime d'une filiation avec la Révolution française, dont on lisse certains aspects, à laquelle on essaie de donner une cohérence d'ailleurs aussi. C'est qu'il y a un vrai discours pour notamment expliquer que la terreur, en tout cas la période dite de la terreur, n'est pas, c'est pas présenté comme un dérapage, c'est pas présenté comme un programme, c'est présenté comme le fruit des circonstances, comme une situation dans laquelle les révolutionnaires se sont retrouvés parce que la situation ne leur permettait pas de faire autrement. Mais tout ça fait que la révolution est très clairement embrassée par le régime et donc qu'en face, en fait, la polémique, elle vit très bien. C'est-à-dire que, alors même qu'il n'y a plus de force politique pour porter à la Chambre des députés ce discours-là, ou en tout cas la doctrine de la contre-révolution, il y a en tout cas tout un ensemble de relais qui font exister un discours historique qui vient attaquer directement les fondements du régime. Et ce discours-là, on le retrouve par ailleurs au sein des droites, c'est-à-dire que quand on va regarder, ça je ne l'ai pas fait systématiquement, et j'ai donné quelques coups de sonde dans des débats parlementaires, on voit que des députés en fait, de la quasi-totalité des forces de droite, à part l'Alliance démocratique, qui en fait est tellement issue du Parti radical que leur relation à la Révolution française est quand même très informée par l'héritage, la tradition jacobine, tous en fait montent très vite et font très vite des références à la Révolution française et font très vite des références très hostiles à la Révolution française, comme une période de violence. Donc, notamment dès qu'il y a des tentatives de républicanisation du régime, c'est par exemple très frappant en 1905-1906, on voit les députés de droite monter au créneau et aller chercher l'exemple de la déchristianisation, des violences en Vendée, des violences à Lyon. Et en fait, ces exemples-là sont martelés et ces exemples-là ne sortent pas de nulle part. Ils sortent d'un fond d'une littérature qui ne cesse de rappeler ces exemples, de les faire vivre et de rajouter en fait des pièces au procès qu'ils intentent à la République ou en tout cas à ses origines.
Ça, c'était un peu le premier endroit où m'a amené cette bibliométrie. Le deuxième endroit que j'ai été amené à creuser, ou en tout cas à interroger, c'est les espaces dans lesquels survit cette culture contre-révolutionnaire, qui ne survit pas que dans les librairies, c'est-à-dire qu'il y a aussi des lieux, en tout cas des lieux, dans lesquels la contre-révolution persiste et demeure et reste la doctrine majoritaire. J'en ai identifié 3 plus 1, si je puis dire. Les 3 premiers, c'est l'Académie française, qui à partir de 1880 devient, du côté en tout cas des sciences humaines, des lettres et de l'histoire, un bastion contre-révolutionnaire. Il n'y a quasiment plus un académicien rouge ou bleu-blanc-rouge qui est élu à partir des années 1880. On le voit d'ailleurs pendant l'affaire Dreyfus, c'est très frappant. Je crois qu'il y a Anatole France et Gaston Paris qui sont les 2 seuls académiciens à être très explicitement dreyfusards. Anatole France, du coup, ne fout plus un pied à l'Académie française pendant 7 ou 8 ans. Et Gaston Paris meurt à la fin de l'affaire Dreyfus, et l'éloge qu'on fait après sa mort n'est pas un éloge. On lui reproche en fait d'avoir été dreyfusard, ce qui est une rupture totale avec le décorum académicien. Donc en fait, l'Académie française, très loin de son image d'une neutralité courtoise et feutrée, est en fait très clairement politisée pendant la Troisième République. Elle l'est d'autant plus que les académiciens, auprès du grand public conservateur, sont dotés d'une légitimité, d'une gravité, d'un pouvoir en fait de légitimation qui leur permet quand même qui leur donne table ouverte dans la presse, qui leur permet de publier, d'écrire énormément. Et puis ils ont un deuxième pouvoir qui est les prix. L'Académie française, encore aujourd'hui, donne énormément de prix, notamment de prix d'histoire. Et l'histoire qu'ils valorisent et qu'ils payent, puisqu'il y a un certain nombre de ces prix qui sont très bien dotés, est une histoire qui est quasi exclusivement à charge de la Révolution et inversement qui fait l'éloge de l'Ancien Régime et plus généralement de la monarchie. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième, c'est l'Église catholique qui, dans les années 1880, après les tensions de 1880, joue, en tout cas l'épiscopat joue plutôt une logique d'apaisement qui est très frappante pendant le centenaire. Il n'y a pas un évêque pendant le centenaire de la Révolution qui s'exprime ouvertement contre la Révolution française. C'est pas le cas des ouailles. On voit que le peuple catholique, lui, vit très mal ce centenaire. Il y a des prêtres qui prennent la parole. C'est le moment où on commence à lancer des grandes enquêtes pour systématiquement recenser tous les martyrs, au sens large, hein, donc pas reconnus comme tels par Rome, mais tous les catholiques qui ont été exécutés pendant la Révolution à cause de leur foi. Et puis, progressivement, en fait, cette logique d'apaisement va s'effondrer pendant l'affaire Dreyfus, puisque l'Église, en tout cas l'immense majorité de l'épiscopat, une grande partie des fidèles et une grande partie de la presse catholique, des relais médiatiques de l'Église catholique vont prendre parti contre Dreyfus et vont du coup être à nouveau identifiés par le camp républicain comme un adversaire du régime, ce qui va relancer un deuxième moment de laïcisation, vous connaissez tous, qui aboutit en 1905 à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et là, pendant cette période-là, il y a une période d'immense tension où, dans le combat que l'Église mène contre cette République qui cherche à se séculariser, la Révolution va être invoquée de manière constante, par des livres, par des articles, et puis surtout par quelque chose de très particulier, qui est une offensive contre les manuels scolaires qui sont utilisés dans l'enseignement public par les maîtres d'école, avec 3 niveaux, en fait. C'est qu'il va d'abord y avoir une première lettre pastorale qui va carrément interdire aux pères de famille catholiques de scolariser leurs enfants dans l'enseignement public. Assez rapidement, les évêques vont se rendre compte qu'en fait, ça n'est pas possible dans plein de régions, et qu'en plus, pour des raisons économiques, ça n'est pas possible pour un certain nombre de familles catholiques. Donc, ils vont rétropédaler. Ensuite, ils vont dire que lorsque ça n'est pas possible, les pères de famille peuvent scolariser leurs enfants dans l'école publique, mais que dans ce cas-là, ils doivent exercer une surveillance rigoureuse sur les cours et sur les livres, notamment d'histoire et de morale. Et pour bien s'assurer que ce travail-là est fait, ils vont commissionner dans chaque diocèse une enquête auprès de chaque paroisse. Chaque prêtre se voit demander de faire un rapport en fait sur l'état l'état de l'opinion, donc l'opinion des maîtres et des maîtresses d'école dans les écoles de leur paroisse, et sur les livres qui sont utilisés. Avec des résultats, moi je suis allé regarder dans 2 diocèses, celui de Paris et un diocèse dans le Nord,
Et on voit qu'en fait, les résultats varient d'un prêtre à l'autre. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a souvent un effet un peu autoréalisateur, c'est-à-dire que les paroisses qui répondent le plus sont des paroisses plutôt plus à droite, plus conservatrices, où les problèmes se posent un peu moins. Donc les paroisses de l'Ouest parisien répondent très longuement. Alors il y a des cas intéressants, c'est qu'il y a quand même un cas où un prêtre dit, voilà, il y a une maîtresse d'école qui pose des problèmes, on a réussi à la faire muter. Donc il y a des pressions en fait, qui s'exercent quand même de la part des parents d'élèves sur les responsables locaux. Et par contre, dans des paroisses du nord de Paris, les prêtres répondent en 3 lignes pour dire, écoutez, on a 10 000 autres problèmes, j'ai pas le temps de regarder ce que les professeurs donnent à lire aux élèves. Et il y a un certain nombre de manuels qui sont bannis, notamment les manuels qui ont été écrits par Alphonse Hollard, qui est donc à ce moment-là le titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, qui est identifié, qui est vraiment l'ennemi, l'antagoniste ultime de toute cette nébuleuse contre-révolutionnaire, qui lui prête tout l'état, il est donc radical, ça c'est vrai. On lui prête aussi une adhésion à la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas le cas, mais il est présenté comme un franc-maçon, c'est l'archétype du maçon, etc., etc. Et Hollard est l'ennemi idéologique par excellence. Et cette affaire va même aller assez loin, puisque les auteurs dont les manuels sont bannis vont finir par porter plainte au civil pour dommages et intérêts, parce que c'est une perte financière sèche pour eux. Et l'affaire finit par se solder par donc une plainte collective de 8 auteurs de manuels contre l'intégralité des évêques de France. Donc c'est vraiment une affaire importante. Le rôle de l'Église va baisser à partir de 1914, ce qui ne veut pas dire que l'Église ne reste pas un foyer de mémoire contre-révolutionnaire, mais cette mémoire est déconnectée de l'action politique. Donc ensuite, dans l'entre-deux-guerres, il y a une commémoration, une relance de la commémoration des martyrs, qui est très importante, notamment des lieux comme Picpus sont très réinvestis, on va aller chercher des martyrs à Rome, les faire béatifier, etc. Mais ça ne percole plus dans la lutte contre la République en tant que régime, ce qui est attribuable à plein de choses, la Première Guerre mondiale, l'émergence de la Fédération nationale catholique du général de Castelnau, bref, une intégration des catholiques au jeu politique républicain, même si ces catholiques engagés en politique gardent ou continuent de regarder les origines de cette République d'un très mauvais œil. Il y a un troisième lieu qui est le château de Versailles, qui sous la direction de Pierre de Nolhac devient une sorte de conservatoire de l'Ancien Régime et d'un imaginaire de l'Ancien Régime heureux, luxueux, voluptueux, bref, une sorte d'image de la paix sur Terre qui aurait été, d'un paradis sur Terre qui aurait été saccagé par la Révolution française, sachant que Nolhac est un fonctionnaire et qu'il entretient une relation ambivalente avec la République, puisque même si lui est royaliste, de culture légitimiste, en fait la République va savoir assez bien utiliser ce petit îlot contre-révolutionnaire à côté de Paris, notamment dans le cadre de sa diplomatie à partir des années 1890, après la mort de Bismarck, quand l'étau qui a été construit autour de la France commence à se desserrer et que la République cherche à tisser des relations avec d'autres pays européens. Le problème, c'est que des républiques en Europe, à ce moment-là, il n'y en a pas. Enfin, il y en a 2 autres, la Suisse et le Portugal. Ce n'est pas suffisant pour constituer un système d'alliance efficace. Et donc, il faut chercher à travailler avec des monarchies. Et donc, il faut rassurer ces monarchies. Parce que le discours de Bismarck entre 71 et 90, c'est de dire, regardez, les Français sont à nouveau républicains. La dernière fois qu'ils l'ont été, ils ont semé le chaos en Europe. Donc, il faut les isoler. Il ne faut surtout pas travailler avec ces gens-là. Versailles va devenir la preuve, la carte de visite que ce régime républicain-là s'est mis dans les meubles de l'Ancien Régime et c'est, en tout cas en termes de diplomatie, très bien joué le jeu de l'Ancien Régime. Et donc, ce qu'on voit, c'est que tous les chefs d'État républicains qui arrivent à Paris sont reçus dans des ministères ou à l'Élysée, et tous les chefs, toutes les têtes couronnées qui viennent en France passent systématiquement par Versailles, avec un cérémonial qui est fixé au moment de la venue de Nicolas II en 1896, et qui va être répété pour absolument tout le monde jusqu'en 1920, c'est-à-dire une visite du château et des jardins, un déjeuner ou un dîner d'État, et parfois un passage au balcon avec la foule en bas qui acclame. Donc vraiment une mise en scène d'une sorte de faste monarchique en République. Donc voilà, ça c'est les 3 espaces physiques. Et puis il y a un espace spirituel qui est l'Action française, qui à partir de 1899, et surtout 1900-1901, à partir de la conquête royaliste du mouvement par Maurras, va réussir 2 choses, va réussir un tour de force, c'est-à-dire qu'alors que la contre-révolution en tant que force politique est un encéphalogramme plat, va faire ressusciter la contre-révolution comme, en tout cas, puissance intellectuelle à droite, et puis elle va surtout faire un travail de reconfiguration et de réinvention de la doctrine contre-révolutionnaire qui, à mon avis, lui redonne quasiment un demi-siècle de vie en France. Je m'explique. Il y a un débat
il y a eu longtemps un débat entre historiens sur l'Action française. La question était de savoir, en gros, est-ce que l'Action française est un mouvement contre-révolutionnaire classique ou est-ce que c'est un mouvement nationaliste qui se vernit de contre-révolution pour aller chercher des publics, des audiences qu'elle n'aurait pas sinon. Moi, je pense qu'il y a évidemment, l'Action française est un mouvement nationaliste, elle naît de l'affaire Dreyfus, elle est indissociable de la séquence qui s'ouvre en fait avec l'affaire Boulanger, par la crise boulangiste. C'est l'essentiel des premiers membres de l'Action française se politisent à ce moment-là. Ils se rencontrent à ce moment-là, ils se rencontrent dans ces combats-là, et la nation est évidemment centrale dans la doctrine de Maurras. Mais croire que la contre-révolution ne serait que cosmétique, c'est d'une part ignorer, et ça je pense que Victor Nguyen l'a notamment très bien montré, c'est ignorer toute l'empreinte justement de cette imagerie sur un certain nombre des membres de l'Action française, à commencer par Maurras lui-même, qui n'est pas du tout le converti à la monarchie qu'il aime bien dire qu'il est, puisque ça va dans le sens de son discours, de l'idée que le royalisme serait le fruit d'une logique, en fait. C'est-à-dire que si on est nationaliste, on ne peut être que royaliste. Maurras était très sensible à l'idée de la monarchie avant même de devenir nationaliste. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a un vrai travail éditorial, un vrai travail d'enseignement, de transmission de la contre-révolution qui s'opère au sein de l'Action française, et ça, quasiment immédiatement. À partir du moment où le mouvement est conquis et devient un mouvement royaliste, on voit des publications, des rééditions de textes de la contre-révolution dans la revue, dans la Nouvelle Librairie Nationale, plus tard dans le quotidien. Il y a la création de l'Institut d'Action française à partir de 1905, et il y a, dans toutes les sections, partout en France, cette volonté de faire passer cette culture contre-révolutionnaire, cet héritage intellectuel, en le relisant au prisme du nationalisme, en lui redonnant une actualité au prisme du combat premier, qui est celui pour la nation. Et donc, en fait, ils opèrent une synthèse qui redonne une actualité à la contre-révolution, qui lui redonne, à droite en tout cas, et dans le champ politique de la droite française, qui va en gros de 1902 à 1940, il redonne une pertinence à la contre-révolution, et à mon avis, preuve en est que, dans l'ordre intellectuel, le magistère de l'Action française est absolu jusqu'en 1926, ça c'est une certitude, mais même après en fait. C'est-à-dire que la contre-révolution demeure la langue commune des droites et de l'extrême droite en France jusqu'en 1940. Je terminerai avec deux remarques. La première, c'est l'une des meilleures preuves de ça, c'est je pense le fait que de la Fédération républicaine jusqu'à Je suis partout, donc en gros du grand parti conservateur qui évolue vers l'extrême droite dans les années 30, jusqu'à Je suis partout, qui est le grand hebdomadaire fasciste en France à partir de 1933-34, les références contre-révolutionnaires pullulent, et elles pullulent dans l'idée, pour les fascistes, c'est l'idée de dire que le fascisme est le mouvement, l'idéologie qui permettra de réaliser le programme contre-révolutionnaire. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de trancher la question de savoir si le fascisme est contre-révolutionnaire ou pas en Italie. J'ai mon idée là-dessus, mais c'est un autre problème. En France, les fascistes français sont des contre-révolutionnaires qui se convertissent à une idéologie plus radicale, qui souvent d'ailleurs sont des déçus de l'Action française, dont ils considèrent qu'elle n'a pas la radicalité militante nécessaire pour faire ce qu'il faut faire pour rétablir la tradition. Mais ce sont des gens qui sont passés par la contre-révolution. Et on retrouve les mêmes références à la Fédération républicaine, où des figures comme Xavier Vallat, comme Louis Marin, sont des gens qui sont pétris de culture contre-révolutionnaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que, et c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans la conclusion de mon livre, c'est que je pense qu'on ne comprend pas le régime de Vichy et son instauration, notamment la capacité assez soudaine des droites et des extrêmes droites à s'entendre au moment 1940 pour mettre en place un régime dont les premières décisions sont évidemment contre-révolutionnaires, si on ne suit pas la persistance de cet imaginaire et de ces idées sous la Troisième République. Ce qui est frappant quand même avec le régime de Vichy, c'est d'une part le fait que quasiment toutes les droites s'y retrouvent, et toutes les extrêmes droites, ce qui ne veut pas dire que tout le monde à droite se retrouve à Vichy, mais il y a des représentants d'absolument tous les partis de droite, et il y a évidemment quelques personnes qui viennent de la gauche, mais ils sont très minoritaires. L'essentiel des forces qui constituent le régime, et notamment la première mouture du régime, viennent de la droite et de l'extrême droite. Et surtout, ce qui est frappant, c'est les premières décisions qu'ils prennent
à un moment où la France, il y a donc presque 2 millions de prisonniers, 10 millions de déplacés, les 2 tiers du territoire sont occupés, des problèmes de ravitaillement pagaille. Enfin bref, le régime est face à une situation aujourd'hui qu'on qualifierait, ce serait une situation militaire absolument tragique, c'est un État failli. Les premières mesures qu'ils prennent sont, dès le mois d'août, le remplacement dans les programmes du discours sur la Révolution française, complètement retourné. Tout d'un coup, la Révolution de fondatrice devient destructrice. C'est l'interdiction de l'appartenance aux sociétés secrètes, la franc-maçonnerie en particulier, qui est ciblée. La franc-maçonnerie, c'est le premier grand ennemi avant les communistes et les juifs. En gros, dès les années 1880, on tire sur la franc-maçonnerie à boulet rouge. À partir des années 1890, on ajoute les juifs. Et à partir des années 1920, on ajoute l'anticommunisme. C'est vraiment les 3 pôles. Donc on cible les francs-maçons. Et puis, évidemment, le 3 octobre, on fait passer le statut des juifs. Le statut des juifs, dans les années 1930, c'est une antienne contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de propositions de statut des juifs dans les années 1930. Ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, quand les auteurs qui commettent des sortes de propositions de statut des juifs essayent d'expliquer, de justifier historiquement ces statuts-là, ils vont chercher en fait des références de l'Ancien Régime. Ils expliquent que la seule chose qu'ils font, c'est restaurer le statut qui était celui des Juifs avant l'émancipation, avec notamment un article de Rebattet dans Je suis partout qui est fou, puisqu'il va même jusqu'à expliquer que Louis XVI avait pour projet de créer un véritable statut, c'est-à-dire d'aller plus loin que la coutume qui faisait que théoriquement il n'y avait pas de Juifs en France et donc il n'existait pas, qui voulait donc en fait mettre en place un statut pour les encadrer, ce qui est doublement vicieux de la part de Rebattet, qui était un être assez vicieux, puisque d'un côté, il va chercher la figure de Louis XVI, qui, pour les contre-révolutionnaires, est un roi qui pose problème, parce que c'est un roi, pour le dire très trivialement, trop gentil. Il est vraiment présenté comme celui qui n'a pas été capable, dès 93-94, il embête les contre-révolutionnaires, parce qu'il est présenté comme celui qui n'a pas été capable de mater les patriotes en 1789. Donc il est presque considéré comme co-responsable de la catastrophe qu'il a emportée. La seule chose qu'il rachète, c'est sa mort, puisqu'il a su bien mourir, et en mourant bien, il a donné un martyr qui est utilisable. Là, en allant chercher Louis XVI, il va donc chercher un roi bienveillant, un roi que aucun Français ne déteste vraiment, pour expliquer qu'en fait, ce roi bienveillant, dans sa bienveillance, voulait mettre en place un statut des Juifs. Tout ça pour dire que dans ces premiers mois du régime de Vichy, on voit apparaître très nettement, on voit surgir très nettement les effets en fait de cette polémique contre la Révolution. C'est pas le seul, puisqu'il y a aussi des contre-révolutionnaires qui se sont engagés à Londres. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur engagement à Londres, on voit beaucoup moins on voit apparaître souvent leur engagement nationaliste, on voit souvent apparaître la justification, c'est la défense de la nation. C'est pas vraiment la défense de l'idée, de la tradition, etc. Ce qu'on voit chez les hommes qui s'engagent à Vichy, en tout cas dans les premiers temps, c'est très clairement l'idée que, ça y est, l'heure est venue de restaurer ce qui a été détruit en 1789. Je crois que j'ai un petit peu excédé le temps de parole que vous m'avez concédé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'il y a des questions. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Je vous passe la parole, je ne vois pas tout le monde, il faudra que je tourne la tête. Signalez-vous, sans crier, c'est pas la peine. Qui veut parler? Oui, Guillaume. Une question. Dans le livre, effectivement, vous citez souvent le temps comme exemple de quotidien de l'Action française. C'était une fois ou deux le Gaulois. Pourtant, c'est l'incarnation du journal royaliste monarchiste lu par une partie de l'intelligentsia à droite. Comment ça se fait qu'effectivement ce journal qui a été racheté par le Figaro dans les années 20, je crois, de mémoire, n'apparaisse pas tant que ça justement dans votre... Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a une historienne qui a beaucoup bossé sur le Gaulois qui s'appelle Alice Bravard, qui a beaucoup travaillé sur la manière dont le Gaulois a permis de structurer le grand monde parisien. Donc elle avait déjà fait en fait un énorme travail sur ce quotidien. La deuxième, c'est que le lectorat du Gaulois est intéressant, mais il est restreint. C'est vraiment le grand monde. Donc c'est pas un lectorat qui m'intéresse. C'était pas un lectorat qui m'intéressait beaucoup parce que je le croisais par d'autres moyens. J'ai essayé d'aller le traquer un peu différemment. Donc en fait, je l'ai peu cité, je l'ai lu notamment pour aller voir parfois, notamment pour Pierre Denellac, comment étaient reçues certaines choses, pour voir quel était le discours un peu
Il n'y a pas beaucoup de revues bibliographiques aussi dedans. C'est pas un livre, c'est pas un quotidien qui parle beaucoup d'idées. C'est vraiment un quotidien mondain. On est beaucoup plus proche de point de vue l'image du monde que de l'Action française ou du Figaro aujourd'hui ou à l'époque. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là. Et puis surtout, à partir des années 1890, le fait qu'Arthur Meyer soit juif vient compliquer en fait la position du Gaulois à l'intérieur de cette nébuleuse contre-révolutionnaire, puisque l'affaire Dreyfus fait basculer une partie du camp monarchiste, ou en tout cas fait que l'antisémitisme latent chez une partie des monarchistes tout d'un coup se révèle pour des raisons un peu tactiques au début. Le duc d'Orléans, on sait qu'en 1895-96, n'a aucune opinion sur l'affaire, puis finit par se laisser convaincre, puis dit qu'en fait ses troupes vont de ce côté-là, donc il va suivre. Et en fait, il finit par y avoir un phénomène que Bertrand Joly analyse très bien dans son histoire politique de l'affaire Dreyfus, où on voit que le camp monarchiste finit par s'épurer lui-même, c'est-à-dire que les monarchistes dreyfusards, soit qu'ils soient éliminés des comités royalistes, soit qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, en fait, finissent par quitter le mouvement, en tout cas quitter le militantisme, et donc le mouvement monarchiste se déplace de plus en plus vers, en tout cas sur cette question-là, vers l'extrême droite. Et donc Meyer est attaqué, et notamment attaqué par l'Action française qui tire à boulet rouge sur lui, qui ne supporte pas l'idée qu'un juif puisse être monarchiste. Pour eux, c'est complètement antinomique. Donc voilà, donc c'était un peu moins parlant dans le travail que j'essayais de faire. Mais c'est un journal qui m'a accompagné. C'était un peu un endroit où j'allais donner des coups de sonde parfois pour vérifier que des intuitions n'étaient pas complètement absurdes. Ça m'a plutôt permis d'éliminer certaines hypothèses que dans le concept. Donc c'est pour ça qu'il apparaît plutôt moins que d'autres. Qui veut intervenir? Yves. Alors j'ai vu réapparaître tout d'un coup, de façon un peu inattendue, le mot contre-révolution je crois dans le communiqué de l'Élysée concernant Haïti. Je ne sais pas si vous avez vu ça, actuellement il y a une campagne sur le remboursement de la dette, la fameuse dette de Villal, oui. Rançon, comme on dit maintenant, rançon de la liberté. De Haïti. Et alors, donc, parmi les commissions que le président de la République instaure, mise au point historique, je ne sais pas comment les appeler, sur l'Algérie, puis sur le Cameroun, maintenant c'est sur Haïti, dans le communiqué où, et donc il a l'idée c'est qu'au fond, cette dette est effectivement très injuste, mais c'est le produit de la contre-révolution. Alors, tout d'un coup, donc on n'en serait pas tributaire du coup. Parce qu'au fond, c'est la révolution, la révolution haïtienne et la révolution française sont filles l'une de l'autre ou sont liées. Et puis, au fond, comme la dette a été imposée par Charles X, dans ce compte, et alors c'est la contre-révolution. C'est amusant de tout d'un coup ce concept qui réapparaît. C'est assez symptomatique. Je pense qu'ils savent pas très bien. Je pense qu'ils savent pas très bien ce qu'ils disent quand ils parlent. Je suis pas sûr que la contre-révolution dise grand-chose aux gens qui ont écrit ce communiqué. C'est surtout assez commode. Je pense que malheureusement la France n'est pas un État assez riche pour aujourd'hui repayer cette rançon dans l'autre sens. Mais j'ai regardé, c'est intéressant du coup l'idée que. J'ai regardé du coup, mais c'est intéressant en tout cas l'idée que la contre-révolution ne serait même pas la France. Je crois qu'il y a une question, deux questions, trois questions. Oui, alors Jean-Marie, oui, après toi, je t'en prie. Vous avez parlé dans la première partie de votre intervention de l'imaginaire contre-révolutionnaire qui est véhiculé notamment à l'égard des enfants. Et il y a un auteur auquel j'ai pensé en vous écoutant immédiatement, c'est Barbet de Ruvilly. Ouais. Parce que dans le Chevalier des Touches est une reprise des histoires qu'on lui racontait quand il était enfant. Et j'ai été très frappé quand l'été dernier, les archives départementales de la Manche ont fait une exposition sur Barbet de Ruvilly et le Chevalier des Touches en particulier. Et ce qui était très intéressant, c'est que le début de l'exposition commence par une présentation de la chouannerie normande, du comte de Frotté, et de tout cet épisode que la famille de Révilly raconte au futur écrivain.
Est-ce que d'après vous, Barbet se situe un peu dans cette... Complètement. Alors Barbet, je ne sais plus si je l'évoque dans le livre, il est dans la thèse, je crois qu'il apparaît rapidement dans le livre que je regarde, mais je ne sais plus si... Il était dans le manuscrit initial, mais le manuscrit initial était beaucoup plus long. Je crois qu'il est quand même évoqué, parce que je l'évoque en fait à travers un de ses proches, qui s'appelle Elémir Bourges, qui a écrit un roman qui s'appelle Soulage, qui est une sorte de condensé de gore révolutionnaire qui présente une guerre de Vendée. On n'est pas loin de Au cœur des ténèbres de Conrad dans sa représentation de la guerre de Vendée. Et c'était un proche de Barbet dans sa jeunesse. Alors, Barbet d'Aurevilly était un petit peu en dehors de mes bornes chronologiques, puisque moi, j'ai vraiment travaillé sur la période de la Troisième République, et Le Chevalier des Touches, notamment, est écrit un petit peu avant. Mais Barbet d'Aurevilly s'inscrit complètement dans cette filiation, enfin même d'ailleurs dans cette généalogie, puisqu'il les précède, et à certains égards, c'est même c'est un auteur, c'est un des jalons de la littérature contre-révolutionnaire. Ça fait partie des auteurs qui, par ailleurs, s'il était tombé dans les bornes chronologiques de mon travail, je l'aurais peut-être, je crois que je l'évoque, hein, ouais. Je l'aurais laissé sans doute pas de côté, enfin je l'aurais évoqué un peu, mais j'aurais sans doute un peu laissé de côté, parce que l'un de mes objectifs était justement d'éviter ce qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans le travail de Gérard Jean-Jean, dans le travail d'Antoine Compagnon sur les antimodernes, etc., qui est une tendance quand on travaille sur la contre-révolution, qui est de ne se centrer que sur les grands auteurs de la contre-révolution. Ce qui est compréhensible, hein. C'est plus agréable de lire Joseph de Maistre que de s'envoyer des tâcherons contre-révolutionnaires. C'est plus agréable de lire Barbet d'Aurevilly que de lire certains des romanciers que j'ai pu lire, même de lire Barbet d'Aurevilly que de lire Ponson du Terrail, à titre d'exemple. Mais ces auteurs-là ne sont souvent pas les plus lus. Le meilleur exemple étant Joseph de Maistre, qui n'a jamais été lu que par une ultra-minorité, même si en termes d'influence réelle, je pense que quelqu'un comme Bonald, par exemple, c'est Flavien Bertrand de Balanda qui a montré ça très bien, notamment par les juristes, en fait, l'influence de Bonald sur le 19e et le 20e siècle français à droite est, à mon avis, beaucoup plus importante que celle de Joseph de Maistre, qui est un objet extrêmement difficile à manier, même intellectuellement. Et donc, l'un de mes objets, justement, en passant par la bibliométrie, c'était justement de contourner les chefs-d'œuvre, en tout cas de remettre les chefs-d'œuvre dans le tissu plus large de l'ensemble des publications qui ont été faites. Mais pour répondre à votre question initiale, oui, évidemment, Barbet d'Aurevilly est complètement dans cette filiation-là, avec cette particularité, cette singularité, que c'est un auteur, moi c'est un auteur que j'adore, c'est un auteur immense, et donc la contre-révolution est moins évidemment ce qu'elle y paraît que chez d'autres auteurs qui sont un peu plus bêtement bas de plafond contre-révolutionnaire et qui appliquent un peu plus une méthode. C'est-à-dire que chez lui, notamment dans Le Chevalier des Touches, à la fin, je ne sais pas très bien qui s'en sort grandi, personne en fait. C'est aussi le portrait d'une guerre civile sordide, alors d'une guerre civile qui a été provoquée par la Révolution. C'est-à-dire que le chaos fait descendre, le chaos déstructure tellement la société que la société ne contrôle plus nos instincts monstrueux et donc les monstres s'entretuent. Ça, c'est très mestréen, justement. C'est déjà plus subtil que beaucoup de mes gars qui, en gros, disent juste la révolution, c'est pas bien du tout. Il faut rétablir la monarchie, il faut rétablir le trône et l'autel, et basta, quoi, on n'en sort pas. Mais sinon, oui, absolument. Pierre-Henri. Alors, j'ai pas encore lu votre ouvrage, mais votre exposé s'arrête à la période de Vichy, où vous venez d'expliquer que vous aviez borné vos travaux essentiellement sur la Troisième République. Alors j'aurais voulu savoir s'il y avait une véritable raison à cela, et est-ce que vous considérez par exemple que Vichy finalement c'est un épisode qui est un petit peu le tombeau de ces idées contre-révolutionnaires, ou est-ce que derrière, parce que je suppose que vous vous intéressez peut-être dans d'autres travaux, dans des articles, je ne sais pas, à ce qui se passe après, quelle a été la suite donnée à cette pensée contre-révolutionnaire après 1945? Alors, il y a beaucoup de... Alors, la première chose, c'est que oui, Vichy, en un sens, en tout cas, est un boisseau. Je ne sais pas si c'est un tombeau, mais c'est un boisseau parce que, alors, d'une part, c'est une expérience contre-révolutionnaire qui est un peu comme l'expérience ultra entre 1822 et 1829, foire, pour plein de raisons, et donc ça démontre l'inefficacité de la doctrine. Deuxièmement, Vichy est compromis, et plus que compromis, Vichy est coupable à 3000 égards, et donc le régime, les idées qui sont portées par le régime, qui est
un régime qui fonctionne un peu par effet d'accumulation, c'est-à-dire qu'entre 1940 et 1945, Vichy ou 44, Vichy expérimente en fait beaucoup d'idéologies différentes qui ne se remplacent jamais, qui se juxtaposent ou qui se superposent. C'est une sorte de palimpseste, mais il y a toujours en base continue quand même cette idée, en tout cas d'une culture contre-révolutionnaire, d'un combat, notamment même à la fin, pendant ce qu'on appelle l'état milicien, les chefs de la milice expliquent qu'ils mènent en fait un combat qui aurait commencé en 1789, qu'ils mènent un combat européen qui aurait commencé en 1789. Ce discours, il est présent, alors même qu'on est aussi dans un moment de fascisation du régime qui aboutit à une période de quasi-guerre civile, en fait. Le printemps et l'été 1944 en France, c'est une période de quasi-guerre civile, c'est de plus en plus lu comme ça par les historiens. Donc ça, et puis évidemment les procès de 1945, à commencer par le procès de Maurras, qui est l'incarnation, le visage le plus évident de la contre-révolution, le plus visible de la contre-révolution, évidemment contribue à encore plus disgracier ce courant intellectuel. Ceci étant dit, elle ne disparaît jamais complètement. C'est-à-dire que, d'une part, évidemment, il reste une nébuleuse maurassienne qui survit en Poitiers, qui se réorganise quand même un petit peu pendant la période de la guerre d'Algérie, qui connaît des scissions, qui donc existe toujours et qui connaît quand même par moments des regains, puisque dans les années 2010, on a vu un moment où, sur fond de Manif pour tous, il y a quelqu'un ici qui connaît ça mieux que moi, mais il y a eu un moment où l'Action française a bénéficié dans les années qui ont suivi la Manif pour tous d'une sorte de retour de flamme de son prestige intellectuel, et c'est devenu à nouveau un lieu de formation pour des jeunes radicaux qui ne trouvaient pas leur compte au FN, souvent d'ailleurs pour des raisons sociales, c'est que c'était des jeunes bourgeois et donc le FN c'est trop populaire, donc en fait on ne va pas militer au FN, donc qui cherchaient quelque chose d'un peu plus élitiste. Ce quelque chose d'un peu plus élitiste, c'était l'Action française. Ce qui est intéressant, c'est que l'Action française, contrairement aux années 20, aux années 30, n'a pas réussi à conserver ses militants, qui soit ont arrêté de militer, soit ont basculé vers des choses beaucoup plus radicales, le bloc identitaire, les OAV, Paris, etc. Tout ça, c'est des gens qui sont passés par l'AF à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est pour disons, ceux qui revendiquent toujours ce discours. Il y a ensuite, toujours au sein des catholiques français, quand même un malaise face à la Révolution française, qui est allé plutôt en s'apaisant dans les années 80-90 et qui va plutôt en revenant aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je remarque une remontée d'hostilité de la part de jeunes catholiques vis-à-vis de la Révolution française et une reprise, un réinvestissement de la détestation de la Révolution et de la présentation de la Révolution comme un événement uniquement sous le prisme, au prisme de la déchristianisation. Il y a évidemment le cas particulier de la Vendée, et notamment de la Vendée de Philippe de Villiers, qui a, pour le meilleur et pour le pire, est devenu une sorte d'homme. Jean-Clément Martin parle de la Vendée comme une région mémoire. Philippe de Villiers est devenu un homme mémoire, c'est-à-dire qu'il est à lui tout seul la voix douloureuse de la Vendée massacrée et de l'idée de faire vivre cette mémoire-là, mais pour le coup, ça n'existe, je trouve, quasiment que sous le registre de la mémoire. Donc voilà, il y a un peu toutes ces choses qui existent. Pour l'instant, ça ne fait pas système, et surtout, ça ne fait pas système à droite. C'est-à-dire que le RN existe par sa capacité à fonctionner comme un carrefour des extrêmes droites, mais un carrefour qui vient plutôt neutraliser et vider idéologiquement ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens arrivent avec des idées, ils en ressortent sans idées, mais ils sont plus nombreux. Et donc, ils se rapprochent du pouvoir. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'investissement de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens au RN ou dans la nébuleuse RN, notamment Marion Maréchal et tout, qui cultivent cette tradition-là, mais ce n'est pas ça, le point d'équilibre du parti, il n'est pas du tout là. Éric Zemmour a tenté des trucs de ce côté-là, mais c'est comme il est un peu pris au piège de son néo-gaullisme, anti-gaulliste, pétainiste, bizarre. Je pense qu'il est un peu perdu lui-même et donc il ne sait plus très bien exactement ce qu'il veut dire. On ne voit pas encore très bien ce qu'il veut dire. Pour autant, je ne sais pas si... quand j'ai commencé ma thèse, je vous aurais dit, j'aurais pas parlé de Boisseau, j'aurais parlé de Tombeau. Ce que je vois aujourd'hui dans l'entourage de J.D. Vance aux États-Unis, ce que je vois autour de Viktor Orban en Hongrie, ce que je remarque quand même dans le champ éditorial en France, le fait que les œuvres de Maurras aient été rééditées chez Bouquin avec des caviardages qui étaient très parlants, avec une introduction
qui, je crois, mentionnait à une seule reprise l'antisémitisme de Maurras en disant que c'était contextuel. En gros, tout le monde était antisémite et... Comment Jean-Christophe Buisson, mais bon, Donc, il y a eu ça. Il y a un regain d'intérêt pour les discours contre-révolutionnaires. Il y a les œuvres de Maistre ont été rééditées aussi. Donc, il y a ponctuellement des choses qui se passent. Est-ce que une droite dans les années 2030, inspirée, faisant écho à une transformation radicale du Parti républicain aux États-Unis, etc., pourrait se réemparer de ces questions-là? C'est pas impossible. Hein. La contre-révolution, c'est pas juste la dénonciation de la modernité, c'est vraiment une modernité alternative. C'est une modernité qui refuse le primat de l'individu, qui considère qu'il y a des hiérarchies naturelles qu'il faut défendre, qui considère qu'il y a des ordres successifs de la famille jusqu'à l'État qu'il faut construire. C'est des discours qui, à un moment où le libéralisme apparaît alors en crise, je ne sais pas, mais a du mal à se dire, en tout cas. Je pense qu'il y a en 1938, il y a eu un colloque très important, le colloque Lippmann, où les libéraux se sont réunis. Alors ça n'a pas porté des fruits tout de suite, parce qu'ensuite, dans les années qui ont suivi, c'est pas vraiment eux qui tenaient le haut du pavé, mais ça a jeté les bases à la fois de la mutation ordolibérale dans l'Europe du Nord-Ouest et du néolibéralisme dans le monde anglo-saxon. Là, je pense que si les libéraux voulaient se réorganiser, ce serait vraiment le moment de faire un colloque Lippmann maintenant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les libéraux ont du mal à se dire. Donc dans ce désordre-là, oui, en fait, la contre-révolution pourrait devenir quelque chose. Pour l'instant, on n'y est pas. Je pense qu'aux États-Unis, on n'y est plus, ce qui est bizarre, d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, mais je pense que il y a à l'heure actuelle beaucoup plus de gens proches du pouvoir aux États-Unis qui citent Joseph de Maistre, qui citent saint Thomas d'Aquin dans sa relecture par Maurras qu'en France. Donc, ce qui est très inédit. Et idem dans l'entourage de Viktor Orban. Mais Orban a été très prescripteur dans les 15 dernières années à l'extrême droite en Europe, donc qui sait. Guillaume, donc. Est-ce qu'il n'y a pas la différence justement de ce qui s'est déjà passé, ce qui a permis la contre-révolution du livre, d'ailleurs vous le citez dans la conférence et il y a un nombre de fois calculé dans le livre, c'est le catholicisme. Les contre-révolutionnaires sont pour la grande majorité catholiques. Une chose qui est un petit peu différente maintenant, c'est que la société s'est sécularisée. Le catholicisme ne fait plus. Il suffit de regarder un dimanche matin en sortie de messe. Bon, je vais compter quelques personnes. Et puis voilà, c'est facile. Est-ce que justement la différence, c'est que justement pour que la contre-révolution existe, il faut un catholicisme où, pour aller au bout du concept, le trône et l'autel. Si vous retirez l'autel, le trône est légitime. Alors, voilà. alors, oui, sans doute. C'est effectivement, je pense que la sécularisation de la société n'a pas joué en faveur de la contre-révolution dans les 50 dernières années. Je ne sais pas si la sécularisation de la France est un processus irrémédiable. Je ne pense pas du tout qu'on va revenir au catholicisme que moi j'ai un peu connu enfant, qu'on a pu voir quand même des églises un peu plus remplies. Une religion qui accompagne, même dans un pays laïque, qui accompagnait quand même la vie. Moi, je suis frappé par deux choses. La première, c'est que il y a, de manière très bizarre, enfin pas très bizarre, d'ailleurs c'est très symptomatique de l'époque, mais médié par les réseaux sociaux, renforcé par en fait des dynamiques de distinction adolescente, mais qui sont extraordinairement prescriptrices quand on y pense. Un retour aujourd'hui du catholicisme dans les cours de récré, dans un truc très bizarre où le carême devient le ramadan des Blancs, en gros, pour le dire très simplement. Et ça fait 2-3 ans que ça dure. Alors, une fois de plus, est-ce que ce serait un phénomène de réseaux sociaux aussi débile que celui qui consistait à se foutre des seaux de glace sur la tête il y a 15 ans? C'est possible. Ça peut aussi laisser des traces. On sait, alors les chiffres, en chiffres relatifs, c'est énorme, en chiffres absolus, c'est très peu, mais on sait que le nombre de catéchumènes augmente chaque année chez les adultes. J'ai été frappé là quand même. Je vais pas tout le dimanche, mais je vais quand même régulièrement à la messe. Je suis frappé par le fait que je vois plus de gens à la messe depuis un an
qu'au cours des années précédentes, et surtout que ces gens ne savent pas très bien quoi faire. Ce qui est assez neuf, c'est-à-dire que ce qui caractérisait la messe jusque-là, c'était bon, évidemment une proportion importante de personnes âgées, une proportion importante de familles, et une proportion importante de personnes issues de l'immigration, plutôt d'Afrique subsaharienne, et puis de personnes venues des Antilles. En gros, c'était ça un peu les quatre groupes. C'est toujours le cas, sauf qu'on voit aussi de plus en plus de jeunes qui viennent en groupe de jeunes, sans leur famille, et qui ne connaissent pas, qui manifestement ne savent pas très bien quoi faire. Bon, ils savent à peu près se signer. C'est la génération François. Exact. Alors, c'est sans doute il y a un effet François, il y a un effet réseau social. Est-ce que ça va s'arrêter parce qu'on va changer de réseau social et que je ne sais pas, parce que je vois quand même que je le vois d'ailleurs même en tant que prof, c'est plus compliqué de parler de religion aujourd'hui que ça n'était il y a 10 ans, et pas seulement, comme une partie de la droite veut le faire croire, parler d'islam en fait. C'est plus compliqué de parler de toutes les religions. C'est-à-dire, faire un cours d'histoire, moi ça m'arrive peu parce que je suis contemporaniste, mais des amis qui sont antiquisants me disent que faire un cours sur la Bible, et sur en gros la différence qu'il y a entre le texte religieux et la Bible en tant que, à la fois que source et comme objet d'histoire, c'est difficile parce qu'il y a des élèves de toute confession, voire sans confession, qui disent « Monsieur, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas parler de ça, on ne peut pas parler des religions, etc. » Donc, j'ai envie de dire que le terreau pour un retour du religieux, il est là. Ce ne sera pas une religion. Je ne pense pas, par exemple, qu'on réglera très facilement la question des ordinations. Si l'Église catholique, en tout cas en Europe, ne bouge pas sur la question du mariage des prêtres et n'admet pas une évolution, ou en tout cas n'ouvre pas tous les sacrements aux diacres, enfin, ne fait pas évoluer la situation, on aura un problème, c'est-à-dire qu'on aura, je pense, des églises avec du monde, mais il n'y aura plus personne pour leur faire la messe. C'est un peu ce problème-là. Donc ce sera une église qui sera transformée, puis ce sera une église qui sera transformée par le fait que beaucoup de ces gens auront appris les rites sur les réseaux sociaux, par des responsabilités, mais ça, finalement, dans l'histoire de l'église, c'est pas neuf. L'église adore se présenter comme permanente et presque inamovible, sauf que cette permanence et cette inamovibilité, en fait, elle est le fruit d'un travail constant de réajustement, de réadaptation, de réorganisation. Donc, une fois de plus, on verra. Je sais pas. Il y a quelques années, les choses qu'on vit dans un monde qui est tellement, il y a vraiment toutes les routes sont ouvertes devant nous en ce moment et elles sont collectivement ouvertes devant nous. Je pense que je vais dire quelque chose. On a déjà vu une période de rechristianisation en France. Le XVIIIe siècle est plutôt une période de déchristianisation. Le XIXe est une période où les gens reviennent dans les églises. Alors les chiffres, c'était pas les mêmes deltas, mais on peut pas l'exclure complètement, à mon avis. Et donc dans ce cas-là, ça poserait des questions. Mais quelle que soit l'évolution, elle me paraît difficilement récupérable par une pensée contre-révolutionnaire, dans la mesure où le phénomène majeur, c'est la fin de la structuration religieuse des sociétés, comme le dit Gauchet, comme les contre-révolutionnaires, vous venez de le dire, sont des gens qui sont attachés aux hiérarchies naturelles, c'est-à-dire l'ordre chrétien. Ça, c'est hors champ, en fait, quelles que soient les évolutions de la foi religieuse, des pratiques religieuses dans les sociétés sorties de la religion, il y a ce problème-là. On ne peut pas, des contre-révolutionnaires ne peuvent pas espérer, sauf rentrer dans des caricatures complètes, rétablir quelque chose qui avait encore sa pertinence au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Parce que les structures étaient là, et il y avait encore cette structuration religieuse des sociétés qui était conflictuelle, comme elle a toujours été d'ailleurs, ce que les contre-révolutionnaires oublient, mais il y avait quand même, maintenant, non. Alors ce qui est certain, c'est qu'ils ne les rétabliront pas, mais s'il y a un retour du religieux, il y aura un retour d'autres formes de structures. Il y a, pareil, on remarque déjà notamment dans les choix et les orientations politiques, des distinctions, des divergences importantes entre les hommes et les femmes, notamment dans la relation à l'ordre, à la famille, à la tradition. On voit qu'il y a un vrai dimorphisme sexuel qui se met en place sur ces questions. Donc, de là, imaginer qu'il y ait une demande, au départ, juste de retour de la famille, qui est un truc juste de retour d'une sacralisation de la famille, d'une défense de la famille comme principe intangible. Ça, c'est par exemple imaginable. Et d'ailleurs, c'est le combat, un Vance aujourd'hui, c'est surtout ça qui défend, en fait. Le combat de ces républicains, de ces post-libéraux qui sont devenus
se sont rapprochés du centre du Parti républicain alors qu'ils en étaient une marge très étrange. Leur principal combat aujourd'hui, c'est la défense de la famille. Là où vous avez raison, c'est qu'aux États-Unis, la société reste beaucoup plus structurée par les églises qu'elle ne l'est en France, où la pratique, notamment du culte dominical, reste, je crois, toujours 60% des Américains à peu près qui vont à l'office ou à l'église. Non, c'est moins. C'est moins, même aux États-Unis. Donc même chez eux, ça baisse. Donc, ça l'est plus qu'en France, en tout cas, où je crois que c'est 5 ou 6% des Français qui vont... Mais une fois de plus, tout ça, c'est vraiment quand les historiens prédisent l'avenir, vraiment, je dis juste que disons qu'il y a des signaux faibles qui me laissent à penser que la contre-révolution, qui, une fois de plus, aime à se présenter comme la voie de la permanence, de l'immobilité, de la restauration d'un monde qui était parfait et qui aurait été détruit, mis en mouvement par la révolution, la contre-révolution n'a jamais fait que s'adapter pendant les 150 ans où elle a été une force active. Donc, elle est tout à fait capable de se réadapter aujourd'hui en faisant fond sur une tradition, sur son imaginaire, sur sa détestation de la modernité libérale et individualiste, de se reconfigurer pour aller chercher de nouveaux publics. Encore faudrait-il qu'elle produise des œuvres, parce que vous citiez les néolibéraux, ils ont continué à travailler, il y a eu... Hayek, etc., qui continuent à avoir de l'influence aujourd'hui. Les post-libéraux Tandis que là, lire Demestre, déjà, vous dites vous-même, personne ne lit Demestre. Donc aujourd'hui, lire Demestre, Bonald, c'est... ça, je vous l'accorde. Donc, qu'il y ait des œuvres qui s'inspirent, hypothétiquement, mais encore faudrait-il qu'elle soit là, ou même Maurras. Il y en a aux États-Unis, c'est ça qui est frappant, c'est qu'il y a des auteurs de best-sellers. Alors il y a des intellectuels type Adrien Vermeulen et tout qui sont lus par peu de gens, mais il y a des auteurs, notamment un type qui s'appelle Rod Dreher, qui alors lui a carrément basculé vers l'orthodoxie à la fin, qui considérait que le catholicisme c'était pas assez. C'est un épiscopalien qui s'est converti au catholicisme, qui a fini par embrasser l'orthodoxie parce qu'il considérait que la vraie voie de la tradition, c'était l'Église orthodoxe, et qui, lui, a écrit un livre, notamment, qui a été traduit en français, qui a pas trop mal marché en France, mais qui a exactement le Paris bénédictin, mais qui, aux États-Unis, est un succès de librairie colossal, et qui est un livre qui a été publié il y a une vingtaine d'années. En gros, à l'époque, l'idée, c'était de dire, les États-Unis des années 90-2000, c'est l'Empire romain au 5e siècle, les barbares sont là, tout est détruit, toutes les structures sont saccagées, et donc il faut faire ce qu'ont fait les bénédictins à partir du 5e et du 6e siècle, se réunir en petites communautés fermées et faire persister ce qu'on défend, nos hiérarchies de valeurs, nos idées, notre foi, notre manière de voir le monde, jusqu'au moment où l'heure sera juste pour repartir vers l'avancée. Alors lui, à ce moment-là, il écrivait vraiment en vrai catholique, en se disant qu'il écrivait pour les siècles à venir. Ce qui est intéressant, c'est que Dreher, maintenant, a été récupéré par Vance, etc. Et en fait, il considère que voilà, c'est bon, les 20 années d'attente, elles sont passées, et que l'heure de repasser à l'offensive, elle est venue. Et là, on parle d'auteurs qui sont lus par des centaines de milliers de lecteurs. C'est des vraies figures dans le monde conservateur américain, traduits en français. Plusieurs de ces livres ont été traduits en français, et qui ont influencé donc, le vice-président des États-Unis et son entourage, Peter Thiel, qui quand même joue un rôle important, plus important à mon avis que celui de Musk dans la galaxie actuelle, qui ont inspiré le type qui est à la tête du think tank qui dépend des bureaux de Viktor Orban, qui est notamment celui qui réfléchit à la politique familiale de Orban, qui est un truc dont on ne parle pas dans les journaux mainstream, si je puis dire, mais qui, dans toute la droitosphère européenne, est systématiquement mis en avant comme le plus grand succès de Viktor Orban. L'idée que la Hongrie aurait mis en place une politique familiale extrêmement agressive, avec des allocations énormes, un soutien à la famille, un soutien à l'idée que les femmes arrêtent de travailler et s'occupent de leurs enfants, bref, une restauration de la famille traditionnelle. Et tout ça est nourri par ces... Donc il publie juste plus en France. Ce qui est sûr, c'est que la France n'est plus un centre de la contre-révolution. En fait, c'est peut-être ça la rupture majeure, c'est que quand on regarde l'histoire de la contre-révolution au 19e, au 20e siècle, la quasi-totalité des auteurs sont français. Ouais. Pour le coup, on a complètement perdu la main. Ça, c'est plus un truc comme d'habitude. Comme d'habitude, ça s'est délocalisé. Oui, ce qui est étrange dans les auteurs que vous citez, que je connais très, très, très mal, c'est le couplage de ces références contre-révolutionnaires, traditionnalistes, avec l'esprit libertarien, la politique libertarienne, qui est une politique d'explosion des nations, par des entités productives, etc., et de destruction de
d'une partie au moins de l'appareil étatique. En fait, c'est ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis. La contre-révolution en France ou en Europe, c'est pas du tout ça. Ils sont en dehors du mouvement de l'histoire, de la construction de l'État, etc. Mais ils ne veulent pas détruire ou imposer une économie. Ils sont corporatistes, ils sont des choses comme ça, dans des structures traditionnelles, impossibles, mais au moins c'est leur imaginaire. Là, les Américains, ils sont complètement dans autre chose. Alors oui, à ceci près qu'en fait ces post-libéraux américains, pour le coup, eux ne sont pas du tout favorables à la destruction de l'État. Ils sont alliés avec des gens qui voulaient faire la peau à l'État. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une alliance de circonstances qui s'est cristallisée sur la figure. Il y a eu une figure charismatique, Trump, qui a été investi pour ce tour électoral-là. C'était un peu différent en 2016. Mais en 2024, ce qu'on voit, c'est que les deux piliers, en tout cas idéologiques de sa campagne, mais qui ont permis d'aller brasser largement, d'aller chercher en fait des électorats assez différents, c'est d'un côté ce pôle libertarien qui était notamment incarné par la figure de Musk, qui n'est pas intolérable aux yeux de l'autre pôle, c'est-à-dire ce pôle plus conservateur, plus traditionnaliste, notamment parce qu'il est obsédé par la famille, il est obsédé par la démographie, donc c'est des thèmes qui parlent quand même. Il y a le pôle Musk, qui a permis d'aller chercher un électorat jeune, masculin, urbain, assez prospère. Et puis, ce pôle traditionnaliste, qui a été vraiment pensé, notamment pour aller parler aux électorats traditionnels du Parti conservateur d'une part, mais aussi pour aller chercher des voix chez les minorités, notamment les Afro-Américains et les Latinos, en jouant sur la défense des valeurs familiales, en jouant justement sur la volonté de lutter contre la déstructuration de la famille qui était portée par le Parti démocrate. Ce qui va être intéressant, et d'ailleurs on est en train de le voir, l'arbitrage est en train de se faire, pour l'instant en tout cas, Musk est en train de se faire marginaliser, il a fait ce qu'il avait à faire, je pense que lui va en tirer, va revenir à la tête de Tesla et tout ça n'aura pas été pour rien pour lui. Pour l'instant, il semble quand même que de ces deux forces à l'intérieur de l'administration Trump, et une fois de plus, tout ça ne durera que tant que Trump décidera que ça dure, parce qu'il peut aussi balourder tout le monde en 2-3 minutes. Pour l'instant, ce pôle post-libéral semble être le pôle qui domine, pour l'instant. Mais ça peut, une fois de plus, ça peut changer très vite. J'ai déjà fait beaucoup de prédictions, ce qui est vraiment pour un historien et pas une manie. Vous pouvez être sûr que tout ce que je vous dis ne se réalisera pas. C'est un peu la loi du genre. Dominique. Oui. Vous avez parlé longuement, c'est en effet on vous avait déjà interrogé à la radio sur donc ce qui se passe aux États-Unis et dans quelle mesure il s'agit d'une contre-révolution. Alors, dans les débats qu'on a vus un peu sur les plateaux, vous avez bien vu qu'il y a eu une référence au fascisme. Plusieurs plateaux, on se demandait si Trump était fasciste ou pas fasciste. Et là, vous avez, je reprends l'allusion que vous avez faite sur le fascisme italien, mais vous n'avez pas poursuivi, parce que le fascisme est-il contre-révolutionnaire ou est-il révolutionnaire? Et aux États-Unis, ce à quoi on assiste autour de Trump, alors indépendamment de toutes ces querelles d'entre milieux conservateurs que j'ai bien étudiées aussi, indépendamment de ça, il y a une référence quand même à la Révolution américaine. Parce que Trump, dès le début de son mandat, a dit qu'on va célébrer en grande pompe le bicentenaire, 250 en 2026, le 250e anniversaire, bon, et que c'était d'ailleurs même, il avait même dit que ce serait d'ailleurs la limite du mandat de Musk. Donc, tout dans son esprit, il y a des choses dont on ne parle pas, c'est cette célébration de la Révolution américaine. Parce que la Révolution américaine n'est pas la Révolution du tout, c'est la Révolution française. Et donc, il ne peut pas y avoir de contre-révolution américaine par rapport à 1776, ou la Constitution actuelle. Bon, donc, est-ce que ce n'est pas plutôt une révolution, et donc un fascisme, plutôt qu'une contre-révolution? Alors, il y a
deux questions. Alors la première, c'est confus, c'est confus. Non, pas du tout. Il y a deux questions très claires. Alors la première sur la question de la qualification du fascisme comme étant révolutionnaire ou non. C'est un débat infini entre spécialistes du fascisme, parce que je ne suis pas. J'ai travaillé sur le fascisme, mais c'est pas le cœur de mon métier. Comment dire? Le fascisme, notamment entre 1919 et 1921-1922, a des méthodes violentes, parfois insurrectionnelles, mais surtout des méthodes qui sont violentes. Et le fascisme, en tout cas une partie des leaders fascistes, ont des références qui puisent, entre autres choses, dans une certaine légende jacobine. Donc il y a cet élément-là. Il n'empêche que ce qui amène le fascisme au pouvoir, pendant le biennio Rousseau, c'est son caractère de force supplétive anticommuniste et, pour le coup, sa capacité à venir réprimer des mouvements ouvriers et donc à s'aligner avec les intérêts du patronat, les intérêts au sens large des élites italiennes. Donc il y a quand même, dès le début, avant même la prise du pouvoir, une dimension qui, là je m'éloigne même de la contre-révolution en tant que doctrine, mais juste très pratiquement, très essentiellement, très directement contre-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui se soulève et des gens qui viennent leur casser la gueule, et ces gens qui viennent leur casser la gueule, c'est des squadristes. La deuxième chose, c'est quand même que dès 1923-1924, quasiment toutes les références à la Révolution française disparaissent. Et quand on va chercher des références sur la période révolutionnaire, au sein du mouvement fasciste, c'est plutôt des références qui puisent dans les références contre-révolutionnaires. Donc, il y a une violence dans le fascisme, il y a une dimension insurrectionnelle, et il y a, chez les fascistes, en France aussi par exemple, cette idée que dans la Révolution française, il y a une chose qu'on pourrait imiter, c'est la violence. Mais ce que j'essaie de montrer un peu dans le livre, et ce que j'ai essayé de développer plus longuement dans ma thèse, c'est que même leur vision de la violence, c'est-à-dire que même quand ils exaltent la violence de la Révolution française, ils sont à mon avis en fait tributaires de représentations qui sont extrêmement contre-révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont gardé de la Révolution française l'idée que la Révolution française n'était en fait résumable qu'à deux choses, c'est-à-dire les mitraillettes de Lyon et la guillotine. Donc ça, c'est vraiment pour la question du fascisme. Si on ouvre plus largement au-delà du cas très spécifique du fascisme italien, qui est quand même aussi connecté, lié à l'histoire de la nation italienne et donc de son unité qui est inséparable de la convergence au XIXe siècle entre nationalisme et libéralisme, ce que vous savez aussi bien que moi, sans doute mieux. Si on regarde ensuite au-delà des frontières de l'Italie, on voit que le nazisme revendique très clairement sa rupture avec 1789. Il y a un discours de Goebbels en 1933 où il dit qu'il veut arracher toute trace de 1789 en Allemagne. Il y a le cas des fascistes français qui sont quasi tous très évidemment contre-révolutionnaires, avec des itinéraires d'ailleurs que j'ai pu étudier. C'est par exemple quelqu'un comme Gustave Hervé qui commence par être un socialiste pacifiste avant 1914, qui est un des premiers fascistes auto-désigné dans les années 1920 et qui a écrit deux histoires de France. Une première avant 14, qui est une histoire pacifiste. La Révolution française y est présentée sous une lumière éclatante. Et une deuxième en 1928. La Révolution française, c'est le chapitre qui change le plus. Tout d'un coup, tout est noir, tout est sombre. C'est le début du déclin, c'est le début de la catastrophe. Donc, même en se convertissant au fascisme, il embrasse la contre-révolution. Et puis, il y a un dernier cas, qui est le cas de Franco, qui n'est pas fasciste, mais dont, et je pense avec une certaine pertinence, de plus en plus historiens contemporains rapprochent Franco beaucoup plus d'Hitler que de Mussolini, en montrant notamment qu'il y a un élément racial qui a longtemps été très sous-évalué dans le cas du franquisme, qui est double, évidemment un élément racial sur le fantasme de l'Empire espagnol, mais ça à la limite c'est presque secondaire, mais surtout un élément racial dans le combat contre les Rouges. C'est-à-dire que dans l'entourage de Franco, dans son entourage le plus proche, il y a beaucoup de pseudo-médecins qui expliquent que les Rouges doivent être massacrés, pas parce que c'est des ennemis politiques, mais parce que c'est des ennemis biologiques. C'est-à-dire qu'il y aurait, dans la forme du crâne, quelque chose qui vous prédestinerait à être communiste, donc autant liquider tous ceux qui ont cette forme de crâne. Donc cette dimension raciale était présente, et là pour le coup, le franquisme est presque chimiquement, une contre-révolution chimiquement pure. C'est presque plus contre-révolutionnaire que Maurras. En fait, c'est vraiment
une volonté de rupture avec l'ordre, la modernité libérale qui est assumée dans des proportions qui sont folles. Donc tout ça pour dire que je pense que quand on dit, c'est notamment le cas de Frédéric Le Moal qui insiste beaucoup sur l'idée que le fascisme serait une révolution, etc. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'on est tributaire d'abord de toute une école antitotalitaire qui, dans les années 50, 60, 70, 80, a écrasé sur la Révolution française les totalitaristes du XXe siècle, avec beaucoup de traditions différentes. Ça va de Jacob Talbon à François Furet, en passant par Isaiah Berlin dans la deuxième partie de sa carrière, etc., qui ont tous cherché à montrer que la Révolution française était la matrice des totalitaristes, ce qui permettait à la fois de liquider tout ce qui, dans la Révolution française, ne participait pas de l'héritage libéral. Donc en gros, on gardait 89-91 et on enlevait tout le reste. Et en même temps, permettait, à mon avis, aussi de céder à une tentation qui est, je pense, très naturelle, c'est-à-dire de chercher à limiter la singularité de ce qui s'est passé au XXe siècle. Et en fait, de ce qui se passe, à mon avis, je pense que les totalitaristes du XXe siècle se pensent à cause de l'entrée des masses en politique, mais ça commence dans les années 1880. Je pense qu'aller chercher la Révolution française pour expliquer ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, on a eu tendance, je pense, abusivement, à présenter la violence du fascisme, la doctrine de la violence, qui est très claire chez les fascistes, comme étant quelque chose de révolutionnaire, avec l'idée que la connotation, quand on dit révolutionnaire, on pense à la Révolution française. Ça, c'était sur la première chose. Sur la deuxième, comme toujours avec Trump, la réponse la plus simple, c'est comme toujours avec Trump, c'est le bordel. Donc, je pense qu'il commémorera effectivement la Révolution américaine. Il aurait tort de s'en priver, ce sera pendant son mandat et il va pouvoir. Il avait été fasciné par le 14 juillet en France, donc là il va pouvoir faire quelque chose d'encore plus fou. J'aurais été complètement d'accord avec vous sur l'idée qu'une contre-révolution américaine n'avait aucun sens étant donné la singularité de la Révolution américaine et surtout la manière dont ils la présentent eux, c'est-à-dire autant comme une guerre d'indépendance que comme une révolution, au point d'ailleurs qu'ils ont oublié que ça avait aussi été et avant tout été une guerre civile. C'est-à-dire que la guerre d'indépendance américaine, c'est un tiers d'Américains contre un tiers d'Américains et un tiers qui ne se prononce pas et attend de voir. Il y a les Indiens. Et les Amérindiens. De manière assez frappante, je vois à nouveau, pour parler de ces post-libéraux et de l'entourage intellectuel de cette nouvelle administration Trump, qui est vraiment très différent de la première, il y a des gens qui revendiquent explicitement une rupture avec la modernité telle qu'elle est née entre 76 et 89. C'est notamment le cas de ce nom que vous avez peut-être croisé, qui est Curtis Yarvin, qui est ce blogueur qui a fini par prendre une sorte d'importance démesurée. Qui se dit monarchiste. Oui, qui se dit monarchiste, qui revendique d'ailleurs, qui dit avoir lu Maurras. Je ne suis pas très sûr, parce que quand il fait des références à Maurras, franchement, je pense pas qu'il l'ait lu vraiment, mais bon, en tout cas, il l'a croisé. Et qui se dit monarchiste, en fait, quand il parle de la monarchie, il parle d'un pouvoir exécutif sans contrôle. Donc c'est en fait déjà très américain comme représentation de la monarchie. Parce qu'on sait qu'en Europe, la monarchie, justement, c'est le pouvoir exécutif avec beaucoup de. Un CI ou un PDG, en fait. Exactement. Et Yarvin, pour le coup, lui revendique la rupture avec 76. Il considère que la pire chose qui soit arrivée aux États-Unis, ce soit la révolution, en tout cas la forme qu'elle a prise. Donc, il y a. C'est vraiment la frange la plus radicale, mais dans cette nébuleuse contre-révolutionnaire qui existe et qui fait partie des différents pôles, c'est pas le seul de l'administration Trump, il y en a certains qui vont même jusqu'à dire qu'il faudrait rompre avec l'événement fondateur des États-Unis et donc de la modernité aux États-Unis. Vous avez une contestation de la Constitution. Exactement. Mais qui s'ancre en fait dans une contestation même du geste révolutionnaire, c'est-à-dire l'idée que toute prise d'autonomie par le peuple est mauvaise, que le peuple en fait, que l'autonomie, la souveraineté du peuple est une mauvaise chose. On verra, une fois de plus. Olivier, oui. J'avais une question sérieuse et puis une question un peu boutade. Alors, je vais commencer par la sérieuse. Votre livre s'appelle Le Roi, et vous disiez à juste titre au début, je ne l'ai pas appelé la contre-révolution, parce qu'il y avait le livre de Gaucho, mais en fait, à vous écouter, c'est quand même ça le sujet. Je veux dire par là que, à vous écouter, il y a une espèce de comment je pourrais dire ça, de recouvrement complet entre la pensée royaliste et la contre-révolution. Alors, vous avez choisi une période particulière, qui est la période de la Troisième République. Quand on regarde bien cette période,
partie de cette période où contre-révolution et royalisme se confondent est assez importante. En gros, 1910, jusqu'à, j'allais dire, la rupture entre le comte de Paris et son père et l'Action française en 1937. Mais des deux autres côtés, 1973 jusqu'à 1910, et à partir de la mort du comte de Chambord en 1883, il y a un moment orléaniste qui n'est pas contre-révolutionnaire ou qui n'est pas complètement contre-révolutionnaire. Je veux dire par là que quand on prend les écrits du premier comte de Paris, et notamment ses instructions au Parti royaliste qu'on appelle le pacte national, c'est pas une constitution contre-révolutionnaire. Il y a des éléments de contre-révolution, mais il le dit très bien d'ailleurs dans son introduction, il dit « J'essaye de faire la convergence entre la culture contre-révolutionnaire légitimiste, la culture orléaniste et la culture républicaine. » D'ailleurs, petite anecdote, quand l'Action française a publié dans les années 1910 ou 15 un recueil des textes publiés par les prétendants avant qu'elle existe, elle s'est bien gardée de publier le pacte national qui se définit comme démocrate. Il écrit, j'ai été regarder le texte tout à l'heure, il écrit « J'ai la vision d'une monarchie démocratique, égalitaire et forte ». Et forte, oui. Et donc, ça dure un certain temps, jusqu'à ce que l'Action française absorbe ce mouvement qui était autre chose. Bon, il y a eu d'ailleurs tout un débat entre ces gens-là et puis l'Action française. Il y a eu une vraie bagarre d'ailleurs. Et puis il y a l'autre partie, après 1937, au moment où le comte de Paris, ça remonte peut-être même à un peu avant d'ailleurs, je pense à l'échec de 1934, où le comte de Paris et le duc de Guise se séparent de l'Action française, et leurs écrits commencent à prendre une vraie distance vis-à-vis, je dirais, de ce que vous appelez la pensée contre-révolutionnaire classique, jusqu'aux écrits du comte de Paris après la guerre, 1946, sur sa constitution, sa pensée constitutionnelle. Donc, je dis ça parce que j'ai le sentiment que le livre devrait plus s'appeler La contre-révolution que le roi, au sens où je pense que il y a une forme historique de pensée royaliste qui n'est pas obligatoirement, non pas anti-contre-révolutionnaire, mais un peu démarquée de la pensée contre-révolutionnaire. Alors, attends, pardon, la question boutade, très rapide. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est le général de Gaulle, je vais retrouver son nom, a publié un livre qui s'appelle Les légitimistes de Chateaubriand à de Gaulle. Jean Charbonnel. Jean Charbonnel. Excellent livre. Et alors, j'ai une question, qui est une question boutade. Est-ce que le général de Gaulle était contre-révolutionnaire? Alors, je vais commencer par la première, qui est plus simple que la deuxième. Pour la première, d'abord, le titre, vraiment l'idée du roi fait moins référence au roi physiquement incarné dans la personne des prétendants que dans l'idée imaginaire du roi. Et donc dans la manière dont cette image circule et en fait finit assez vite par être assez décorrélée, en fait, dès les lois d'exil, de la figure du prétendant, les prétendants peinant à exister au-delà des cercles organisés pour une action politique qui apparaît de plus en plus lointaine, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme le retour du Christ. Les royalistes, à partir des années 1890, attendent le retour du roi, mais c'est pas très bien quand il va arriver. Donc ça, c'est la première chose sur la question du titre à proprement parler. Sur la question des orléanistes, vous avez raison, et en même temps, mais c'est quelque chose que je thématise un petit peu dans ce livre, mais que j'aimerais thématiser plus nettement dans le futur, c'est que il y a une chose qui est le discours, disons, par moment des Orléans et de leur entourage, qui est un discours, en tout cas, d'une logique un peu transactionnelle avec la Révolution, c'est-à-dire qu'on va en accepter certains aspects, et puis comme ça, on va restaurer la monarchie, et on réconciliera la France avec la forme du régime qui est la sienne, c'est la monarchie, et en même temps, on acceptera ce qu'on ne peut pas acheter on acceptera l'héritage. Et en même temps, donc ça c'est le discours, et en même temps, je vous pose honnêtement la question, vous avez un légitimiste et un orléaniste, en face vous avez des grévistes, lequel des deux tire en premier? Parce qu'il a peur de la Révolution.
l'orléaniste, toujours. Ça dépend de la période. Franchement. Donc, il y a aussi cet élément-là qui tient moins à la déclaration, je pense, des prétendants qu'aux élites orléanistes, en fait, qui m'ont plus intéressé, parce que celles qui étaient en France et celles qui lisaient ce que je lisais, etc. Où la transaction, on accepte de 89 le strict minimum, ce qu'on ne peut vraiment pas rejeter, et pour le reste, en réalité, la Révolution inquiète tout autant, voire plus. Moi, j'avais été très frappé, notamment par un texte, c'est-à-dire un passage que je cite dans mon livre, par les mémoires dans les mémoires de la comtesse de Panche, qui sont pas un texte fascinant mais que j'avais lu, ça m'intéressait de voir un petit peu s'il y avait des traces de son éducation. Et elle décrit le 1er mai 1906. C'est la première fois qu'il y a une grande manifestation parisienne, etc. Les beaux quartiers ont peur. Et ce qui est fascinant, c'est elle passe au discours indirect libre, et elle évoque les réactions de son entourage, et donc notamment de son grand-père, le duc de Broglie. Donc c'est vraiment une famille orléaniste, plus orléaniste que ça, on meurt. C'est pas plus orléaniste que ça, on fait partie de la famille d'Orléans. Et les références qui viennent tout de suite sont des références à la terreur et à la Révolution. Et cette idée que cette manifestation d'ouvriers peut virer à la Révolution, et la Révolution virera systématiquement à l'exécution de leur famille. Et je trouvais que c'était très frappant sur la différence qui existait en fait entre les discours qui sont ceux des orléanistes et qui sont, il faut les prendre au sérieux, hein, c'est des discours qui existent. Il y a d'ailleurs une thèse remarquable qui n'a pas encore été éditée sur la bataille de Valmy, la mémoire de Valmy. Il y a un chapitre entier qui est consacré aux Orléans et Valmy. On voit que la relation entre les Orléans et Valmy varie, mais d'une année à l'autre. Bref, il y a des années où ils revendiquent complètement le fait que Louis-Philippe était à Valmy, et puis d'autres où ils le foutent sur le tapis. On parle surtout pas de Valmy. Personne n'était à Valmy, on ne sait pas où c'est Valmy. Exactement. Donc il y a vraiment ces fluctuations-là. Et puis ensuite, la réalité des élites orléanistes, parce que l'orléanisme, c'est avant tout un parti d'élite. Il y a l'orléanisme populaire. Il y a des zones où il existe, hein, mais il est beaucoup plus difficile à retracer, par exemple, que le légitimisme populaire, qu'on identifie assez bien, sur lequel il y a des travaux assez nombreux maintenant qui permettent de se le représenter. Disons que les élites orléanistes, en réalité, sont, en tout cas, de culture très contre-révolutionnaire, et par ailleurs, si elles tolèrent une révolution, c'est vraiment qu'une seule, c'est celle de 89 et aucune autre. C'est-à-dire que c'est presque, ils tolèrent 89 dans sa singularité, mais l'idée de révolution en elle-même, le principe de la révolution, leur fait tout aussi peur, voire peut-être plus, qu'ils ont presque plus à perdre que les légitimistes dans leur vieux château croulant. Oui, mais bon, il y a tout de même l'histoire institutionnelle. Il n'y a pas que l'imaginaire, les doctrines, les comportements de classe. Il y a le fait que 89 engendre un système politique, institutionnel, que la Restauration également instaure le parlementarisme. Il y a Louis-Philippe, après il y a la tradition orléaniste. Donc ce sont des choses qui restent. Et ce sont des choses qui sont déterminantes dans l'histoire même de la République. On va fêter dans notre journal le 150e anniversaire de la fondation de la Troisième République. Dans tous les manuels de droit constitutionnel, il est écrit que c'est une république orléaniste. C'est une constitution orléaniste. Donc, il y a les imaginaires, les références, les peurs, etc. Et il y a le résultat institutionnel. Et ce qui est frappant dans l'histoire de la contre-révolution, c'est que la contre-révolution efface complètement ce qui est positif dans la tradition de la monarchie, c'est-à-dire le 89, la constitution de 91, même si ça a échoué, etc. Mais il y a de belles traces, puisqu'on reprend tout cela à la Restauration, et que, effectivement, nous sommes les héritiers du parlementarisme qui a été inventé à ce moment-là. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Benjamin Morel, qui a fait une histoire du Parlement et qui montre le rôle tout à fait important de la tradition royaliste dans la Constitution. De Gaulle aussi. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur De Gaulle, mais j'ajoute une question à la question de mon camarade. Ce qui est frappant chez De Gaulle, c'est qu'il est d'une famille qui est dans la logique de la contre-révolution. C'est un royalisme
de nostalgie, de gens cultivés, son père est professeur d'histoire, etc. Et De Gaulle ne participe pas à tout cela. Il invente, pas il invente, il fait autrement l'histoire. Son histoire de France est une autre histoire. Donc, voilà, il y a aussi dans cette tradition contre-révolutionnaire des hommes qui échappent complètement mais à leur milieu. Bon, on peut parler de Leclerc également, le général Leclerc, d'un certain nombre d'officiers. François Fleutot nous en parle savamment dans nos colonnes, qui, c'est très frappant d'ailleurs, contre leur tradition, contre Leclerc est catholique, il est antisémite en 1938. Bon, il dit l'Action française. C'est un de ceux qui font une espèce de révolution. Donc, il y a quelque chose également de très frappant dans ces itinéraires-là. Alors, absolument. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est frappant, c'est que ces gens, tous ces contre-révolutionnaires qui sont partis à Londres, qui sont engagés dans la résistance, etc., en général, quand ils le font, n'invoquent pas leur culture contre-révolutionnaire. Ils invoquent souvent leur culture nationaliste, ils invoquent souvent leur attachement à la nation. C'est pas la contre-révolution qui les détermine dans leur choix à ce moment-là. Ce qui veut pas dire qu'ils perdent tout ça. Ce qui est frappant, c'est quand on regarde à Londres, je crois que la première référence que fait De Gaulle à la République, c'est mars ou avril 41, donc pendant 6 mois, et c'est un vrai jeu de débat. C'est-à-dire qu'au sein de la France libre, il y a des gens qui lui disent général, il faut que vous disiez le mot République, parce que là, ça va être compliqué avec à la fois tous les gens qui viennent de la gauche et qui veulent nous rejoindre, et puis quand on commence à mettre l'idée de créer des ponts avec la résistance intérieure, cette volonté de ne pas prononcer le mot République qui vient du fait que De Gaulle, en 40, comme beaucoup de Français, hein, il n'y a pas qu'à droite, c'est partagé par la quasi-totalité des partis politiques, blâme avant tout le régime pour la défaite. Il y a cette idée que quoi qu'il se passe après la victoire que De Gaulle imagine, on fera autre chose que la République. Finalement, en 41, il parle de République, et à partir de 42, il commence même à dire du bien de la Révolution, et en 45, il a fait cette synthèse, qui participe d'ailleurs, pour terminer ce que j'ai dit là, mais à la liquidation, je pense, de la contre-révolution, en tout cas dans cette forme que moi j'ai analysée, c'est que la synthèse gaulliste, il y a des choses qui viennent, je pense, lointainement de la contre-révolution, notamment le rapport à la légitimité, et l'idée, évidemment, que 1789 n'est pas un commencement, que c'est une rupture, une inflexion, une évolution, une mutation, mais que c'est absolument pas un commencement. Et ça qui vient pour le coup, et là je réponds à votre question, je pense que De Gaulle vient d'une famille qui était légitimiste, il a été acculturé à ça. Je pense que il y a deux choses, c'est que d'une part De Gaulle est un militaire, donc c'est difficile de savoir exactement ce qu'il pense avant 1940, on sait ce qu'il pense sur l'armée. En lisant ce qu'il dit de l'armée, on voit des tropes de la culture contre-révolutionnaire de l'entre-deux-guerres, on voit des choses notamment sur, même d'ailleurs les armées révolutionnaires, sur l'idée que les armées révolutionnaires ne gagnent que parce que elles reprennent des choses de l'ancien régime, et donc c'est ça qui leur permet de l'emporter. Donc on voit des choses qui laissent à penser que De Gaulle était en fait surtout un lecteur de Jacques Bainville, ce qui a été bien, notamment Julian Jackson a bien montré dans sa biographie qu'il fallait arrêter les fantasmes sur De Gaulle et Maurras, etc. Quand on regarde d'ailleurs ce que dit De Gaulle, on voit que clairement l'auteur de l'Action française dont il est le plus proche, c'est Bainville, et on en parlait tout à l'heure, mais Bainville est quand même très singulier à l'intérieur de la nébuleuse de l'Action française. C'est sans doute aussi le plus fréquentable, puis bon, il a eu l'intelligence de mourir en 1936, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Non. Et du coup, donc je pense que De Gaulle est travaillé par une question qui est la question de la légitimité, qui est une question qui travaille les contre-révolutionnaires, qui travaille le comte de Chambord, qui est une question qui est centrale dans la pensée contre-révolutionnaire. Je pense que, de la même manière que c'est très difficile de dire ce qu'est exactement le gaullisme, je pense que c'est très très difficile de l'inscrire dans une tradition intellectuelle, est impossible. Mais il y a évidemment des influences, et je pense que la Ve République, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans la conclusion de mon livre, c'est que De Gaulle est un homme de son milieu, et
de sa génération. Donc c'est un homme qui a passé presque 50 ans de sa vie sous la Troisième République, en évoluant dans des cercles plutôt marqués à droite, dans laquelle la culture historique était en tout cas résolument anti-parlementaire, où l'idée d'une république parlementaire et libérale était vécue comme une absurdité quant à l'histoire de la France et quant à, on n'utilisait pas ce mot à l'époque, mais la culture politique de la France. Et je pense que ça se ressent très fort dans le régime qu'il a fondé. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dans la Ve République que la synthèse de la Ve va permettre de résoudre définitivement, ou en tout cas de guérir définitivement les Français d'un mot ou d'un type de régime avec lequel ils ne seraient pas capables de fonctionner, qui serait le parlementarisme. Et ça, je pense que ça se ressent, et ce qui est frappant, c'est que De Gaulle a un peu jeté les germes de ça, mais surtout ses héritiers se sont engouffrés dans la brèche et ne font que limiter les pouvoirs du Parlement jusqu'au Parlement qu'on a aujourd'hui, qui pour la première fois depuis très longtemps pourrait utiliser les pouvoirs qu'il a, mais ne sait même pas quoi faire de ces nouveaux pouvoirs. Paralysé par l'élection présidentielle qui arrive, tout d'un coup, c'est comme un enfant à qui on dirait tu peux tout manger dans la boutique de bonbons et ils savent pas quoi faire. Donc, pardon, Alain, vous y avez en partie répondu à travers les deux dernières questions qui vous ont été posées, mais est-ce que pour vous, entre contre-révolution, et là je mets l'orléanisme à part parce que je ne considère pas que c'est un mouvement contre-révolutionnaire, mais est-ce qu'il y a une identité absolue entre contre-révolution et anti-parlementarisme? Non. Et qu'est-ce que cet anti-parlementarisme a de particulier? Alors, il n'y a pas d'identité absolue, même si le camp légitimiste est beaucoup plus... Il y a deux choses. Les orléanistes sont plus mal à l'aise avec le suffrage universel. En gros, il y a une rupture qui s'opère au milieu du XIXe siècle, où tout d'un coup, les légitimistes embrassent le suffrage universel en faisant un calcul, ce qui n'est pas idiot, un calcul stratégique, qui est de dire que, en plus de la légitimité divine, hein, qui est quand même le cœur de la légitimité du comte de Chambord, il y a aussi une légitimité populaire, et que, en restaurant la monarchie traditionnelle, il restaurerait le lien historique entre le roi et ses peuples. Et donc, il y a, pour un roi légitime, aucun risque à prendre la vie du peuple, puisque le peuple... Exactement. En tout cas, le peuple sera en osmose avec son roi. Alors, il y a ça aussi, même s'ils sont conscients qu'il y a des terres de mission, etc., mais il y a clairement un investissement à partir des années 1850 du légitimisme populaire, et par contre, il y a un vrai malaise face au Parlement. Notamment, Berryer est constamment en porte-à-faux vis-à-vis de son parti, on lui demande de pas trop participer, on lui demande de pas trop s'investir, donc on le voit d'ailleurs pendant le Second Empire, les légitimistes sont surtout actifs à l'échelon local. Inversement, les orléanistes ont beaucoup de mal avec le suffrage universel, dans lequel ils ne croient pas, fondamentalement, mais sont très à l'aise avec la structure du Parlement, qui convient très bien, en fait, à un parti de notables, puisque dans leur vision, le Parlement est avant tout, et la chambre qui compte, sera la chambre qui réunira les grands notables. On évoquait la constitution orléaniste de la Troisième République. La raison, le principal truc qui fait, avant qu'on trouve le compromis de 75, ce qui fait sauter le duc de Broglie en 1874, ce qui fait quand même qu'une moitié des légitimistes votent contre lui, font exploser l'union des conservateurs, l'union des droites, en renversant un gouvernement d'ordre moral, hein, qui est un gouvernement qui, à ce moment-là, est censé gagner du temps pour trouver exactement, en attendant, c'est que l'obsession du duc de Broglie, qui a dû se résoudre au suffrage universel, c'est ce qu'il appelle le Grand Conseil. Je crois que c'est le Grand Conseil, c'est ça, qui en fait est l'ancêtre de ce qui est devenu le Sénat sous la Troisième République, mais dont il veut faire la chambre haute, mais surtout la chambre fondamentale, en fait. Il veut que la chambre basse soit une chambre consultative et que la chambre qui passe effectivement les lois soit une chambre haute, élue pour moitié au suffrage censitaire et pour l'autre moitié avec des nombres non élus. Donc en fait, le modèle, c'est la Chambre des Lords, mais une Chambre des Lords avec encore plus de pouvoir que la Chambre des Lords à ce moment-là. Et ça, c'est interprété par les chevaux légers, donc ces légitimistes intransigeants, comme en fait une manière de réaliser un programme orléaniste, c'est-à-dire en fait un parlementarisme des élites qui pourrait presque se passer du roi pour fonctionner. Et je pense qu'ils ont raison d'ailleurs. C'est que dans la tête du duc de Broglie, à partir du moment où le comte de Chambord a renoncé à sa couronne, l'arrivée du comte de Paris au pouvoir est très lointaine. Donc là, en fait, il faut mettre en place un système qui fonctionne. Et donc, ce système parlementaire, qui est en fait à ce moment-là le plus proche du seul modèle parlementaire qui existe en Europe, c'est-à-dire le modèle britannique,
est démoli par les légitimistes. Ensuite, par la suite, on va voir une acculture. Ah non, en 71, on a le suffrage universel. Bien sûr. Alors, c'est un vrai débat en 71. C'est l'un des points de désaccord principaux au moment où on met en place la fusion entre les prétendants. C'est en fait le principal point de désaccord, c'est la question du... Il y a la question du drapeau, évidemment, mais que tout le monde met de côté jusqu'au dernier moment en disant que ça s'aplanira de soi-même, quand on voit les débats. Et l'autre question, c'est la question du suffrage, en fait. C'est est-ce qu'on revient à un suffrage censitaire ou est-ce qu'on garde le suffrage universel? Et les légitimistes ont gain de cause sur cet aspect-là. Plus généralement, sur la question du Parlement, disons que la contre-révolution, dans les corps constitués qu'elle prétend restaurer, le Parlement apparaît rarement. C'est pas, d'abord c'est une forme plutôt nouvelle, en tout cas dans sa forme modernisée à partir de la Restauration, et ensuite parce que ça leur a pas beaucoup réussi. Donc c'est pas une forme qu'ils investissent beaucoup. Ça veut pas dire qu'ils savent pas l'utiliser. Par contre, ce qui est certain, c'est que par opportunisme, à partir des années 1880-1890, la contre-révolution va faire sienne l'antiparlementarisme qui devient la norme à droite et à l'extrême droite, où même la droite parlementaire ne cesse pas d'alimenter une polémique contre la forme du régime, polémique qui dans les années 20 et dans les années 30 va devenir absolument centrale, notamment au sein de la Fédération républicaine, où il y a toute une série de projets qui avortent les uns après les autres pour renforcer les pouvoirs de l'exécutif contre le Parlement et augmenter les pouvoirs du président de la République, ça s'est vite évacué, mais surtout les pouvoirs du président du Conseil. Renforcer le pouvoir exécutif, c'est pas nécessairement l'antiparlementarisme. Qui s'appuie sur une rhétorique qui est très violemment antiparlementaire. C'est un équilibre différent. Non, mais tout ça étant nourri par une rhétorique qui est très violemment antiparlementaire. Est-ce que c'est un antiparlementarisme ou un anti-régime d'assemblée? Parce que finalement, la Troisième République devient un régime d'assemblée. Le parlementarisme britannique n'existe pas en France. Et un authentique parlementarisme, en dehors de la restauration de la monarchie de Juillet, et encore il faudrait être précis parce que Louis-Philippe, aussi bien Louis, mais surtout Louis-Philippe a un rôle très ambigu, son rôle de roi. Il arrive... Et de plus en plus ambigu. Qui se fait, mais c'est pas très clair. Mais la République, c'est pas, à partir de 1975, très vite, ça n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime d'assemblée. Et il y a ce personnage-là, l'expédition en 1875, il y a un personnage qui n'arrive que 4 ans après, mais qui est déjà le poison de l'Assemblée, qui est pour moi une canaille de la vie politique à l'état pur, c'est Jules Grévy. Et parce qu'on parle toujours du discours de Jules Grévy de 1879, sur le choix d'investir, il ne faut jamais oublier l'amendement qu'il présente en 1848. Il s'oppose à la Constitution qui est sur le point de naître, où il veut supprimer le président de la République avec une assemblée unique et un gouvernement totalement soumis à l'Assemblée. Que fera d'une certaine manière Grévy à partir de 1979 en disant je ne m'opposerai jamais à la volonté du Parlement. On abandonne le droit de dissolution qui est pourtant clairement inscrit dans les textes. Alors je pense que la distinction que vous faites entre régime d'assemblée et régime parlementaire, qui est une distinction plus tardive, parce que moi je la retrouve jamais dans mes sources. En fait, ils écrasent complètement ce qu'on appelle le régime d'assemblée et le parlementarisme. Pour eux, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Vraiment, je réfléchis là. Je vois à aucun moment une distinction. Et comme ça s'intéresse assez peu au modèle anglais, il n'y a pas vraiment même ce point d'écart là. Donc, l'idée en général, c'est que l'assemblée, c'est le chaos et donc c'est problématique. Chers amis, on va remercier. Merci à vous d'avoir répondu à toutes les questions. Au contraire, c'était un plaisir. Merci en tout cas. Non, merci à vous, c'était passionnant. Merci de ces questions.